pépinières Laffitte ont commencé comme ça, avec le châtaignier japonais, puis tout ce qui est plant forestier aussi. Alors évidemment, c'était moins segmenté qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils faisaient les plants, mais ils les plantaient aussi, ils faisaient les chantiers de reboisement également. Voilà. Et il a travaillé sur la sélection variétale, c'est-à-dire que dans tous ces semis de châtaigniers, il les a observés, il a dit tiens celui-là il pousse bien, tiens celui-là il fait des gros fruits, etc. Donc il a sélectionné des variétés, il a même écrit un petit bouquin là-dessus à l'époque. Donc après à partir de là, à partir des années 50, il s'est développé sur la partie jardin on va dire. Il y avait un peu un renouveau sur la côte basque du tourisme, de la construction de belles villas, etc. Donc il s'est mis à faire des jardins, il s'est diversifié sur la pépinière ornementale. Et donc à partir des années 60, la seconde génération est arrivée, c'est-à-dire ses deux filles et mon père qui a rencontré ma mère donc, à Versailles, ils avaient fait Versailles tous les trois. Donc là, les activités ont commencé à se structurer un peu. Donc d'un côté, la partie vraiment production, la pépinière, et de l'autre, la partie espace vert. Donc mes parents sont chargés de la partie espace vert et la partie production, c'était ma tante. Voilà. Donc ensuite, début des années, fin des années 80, on a créé une jardinerie à Bayonne qui s'appelle Jardinerie Laffitte, qui est à l'entrée de Bayonne. Voilà. Moi, je suis arrivée à peu près à cette période-là. Je suis arrivée en début 89 ici. Et donc moi, j'ai pris le relais sur la pépinière. Et alors, on a encore créé une autre activité il y a une dizaine d'années. C'est une activité de service à la personne pour l'entretien des jardins, qui s'appelle Laffitte Service. Donc aujourd'hui, on a un peu tout le panel. On est peut-être sûrement d'ailleurs la seule en Nouvelle-Aquitaine entreprise à tout faire, c'est-à-dire la pépinière, la création de jardin, l'entretien de jardin et la vente aux particuliers. Voilà. Vous êtes combien Alors aujourd'hui, on est à peu près entre 120 et 150, toute activité confondue. Hein. Alors, je dis 120 à 150 parce qu'il y a des saisons où on prend des saisonniers ou des intérimaires. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a la pépinière, c'est la base du métier. Après, je ne vais plus vous parler du reste. Hein. La pépinière, donc on est une quarantaine. L'espace vert, c'est sur 3 sites. C'est Mendion, c'est le siège, c'est ici. Enfin, les bureaux sont plus hauts. On est implanté également à Bordeaux. Alors, je voulais dire Pau, mais bon, on est également à Bordeaux depuis 5 ans. Et on est également à Pau. À Pau, c'est historique, c'est depuis les années 50. La partie service à la personne, ils sont une quinzaine, ils sont basés à Bidart, sur la côte. Et la jardinerie, c'est à Bayonne, ils sont 26. Voilà. On est ce qu'on appelle une pépinière généraliste, ça veut dire qu'on fait de tout. On fait partie de l'horticulture au sens large. Mais dans l'horticulture, il y a les pépiniéristes et les horticulteurs, on va dire. Donc les horticulteurs, c'est la plante molle. C'est tout ce qui est annuel, bisannuel. Bon, de plus en plus les plantes de légumes, le chrysanthème. Nous, on est sur du ligneux, à 90%. Après, on fait de la vivace, qui n'est pas ligneuse, mais qui est pérenne. Contrairement aux productions horticoles, qui sont des plantes qui vivent sur 1 an, 2 ans, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur une centaine d'hectares qui sont très dispersés. C'est un peu lié à notre contexte local. Ici, il y a peu de terres disponibles. Les exploitations agricoles sont très petites. Donc on a du mal à avoir des terrains. Donc on a des parcelles dans un rayon de 35 km, plus une parcelle un peu plus éloignée qui est à côté de Dax à 60 km. Voilà. Donc nous sommes, je l'ai dit, une quarantaine en pépinière. Nous produisons donc beaucoup d'arbres, d'arbustes. Arbres-arbustes, c'est les 2 principales productions. Arbres fruitiers, rosiers, plantes vivaces, plantes grimpantes, conifères, je ne sais pas si je l'ai dit. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on a un secteur hors sol. Ici, c'est le secteur hors sol. Donc toutes les plantes cultivées en hors sol sont ici. Donc ce site ici fait 8 hectares. Il y a en surface utile, vraiment en culture, il y a 5 hectares. Et vous avez une grande concentration de végétaux, puisqu'ici vous avez à peu près 200 000 végétaux. Je dis à peu près parce que ça tourne tout le temps, quoi, entre ce qu'on rempote, ce qui est vendu, c'est pas fixe.
C'est aussi notre lieu de logistique, donc vous allez voir au fond là-bas, c'est là où on charge toutes nos commandes. Donc toutes les plantes que l'on va chercher, qu'on va arracher en pleine terre, on les ramène là-bas sur l'autre hangar et les camions sont chargés là-bas. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est... Ah oui, on peut parler aussi de notre clientèle. Notre clientèle, donc aujourd'hui on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre clientèle, c'est à 60%, c'est le marché du paysage. Alors ce qu'on appelle le marché du paysage, ce sont les collectivités locales et les entreprises de paysage de toute taille. Du jardinier qui est tout seul avec un ou deux salariés à l'entreprise de 30, 40, 50 salariés. Bon, notre cœur de métier, c'est plus les entreprises de taille moyenne. Pourquoi ? Parce qu'on a une grande diversité de végétaux. Alors je vous donnerai les catalogues à la fin, parce que sinon ça va vous encombrer. On a vraiment une grosse palette végétale, ce qui fait qu'on n'est pas capable de répondre, comme je disais hier, à 10 000 Prunus lusitanica. Des Prunus lusitanica, je dois en avoir 1000 en culture, mais pas 10 000. Mais en revanche, j'ai 1200 variétés en culture. Voilà. Donc les plus petits lots vont faire 50 plantes, 50-100 plantes, jusqu'à 2-3 000 pour les plus grosses quantités. Voilà. Bon, peut-être un peu plus sur les plantes de haies. Donc ici le site hors sol, donc on peut faire un petit tour ici. Et puis après on va aller voir un peu de pleine terre, il y a des parcelles juste à côté. Donc hors sol, c'est... Alors hors sol, c'est la plante en pot, hein, ce qu'on appelle le conteneur. Voilà. Donc les jeunes plants sont achetés à 90% en France, comme je vous le disais hier. Sur Angers, Orléans, on a un fournisseur à Nantes, on en a un en Vendée. Le plus gros, c'est ça. On en a en Bretagne aussi, pour les camélias, c'est un breton. Et ce qu'on ne trouve pas en France, on l'achète à l'étranger. Un peu en Espagne pour du jeune plant de méditerranéenne et un peu en Hollande sur des choses qu'on ne trouve pas ici. Voilà. Voilà. Donc on va passer à côté. Je vais vous montrer. Alors ici c'est le hangar de stockage où vous avez du terreau, il n'y en a plus beaucoup, il va être livré tout à l'heure, et du paillage. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et puis là-bas vous avez des bambous et puis un peu de matériel. Et on va passer juste à côté, je vais vous montrer le poste de rempotage. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Donc ça, c'est une rempoteuse. Bon, on est dans la pure technique, je ne vais pas m'appesantir. Donc ça nous permet de rempoter toutes nos plantes jusqu'à une certaine dimension. Les plus gros pots sont rempotés à la main. Donc, comment c'est fait une rempoteuse ? Vous avez ici un distributeur de pots. Alors, le principe, c'est que vous avez une réserve de terreau dans la trémie. La benne, là, on appelle ça une trémie. Dans cette partie qui est masquée ici, vous avez une roue à aube qui prend le terreau et le terreau tombe en continu. Et ce qui ne va pas dans les pots revient là. Et donc ici, vous avez un distributeur de pots et ce qu'on appelle une couronne. Ici, vous avez des supports. Il faut imaginer que ça tourne en permanence. Et au fur et à mesure, vous avez des emplacements pour les pots. Au fur et à mesure, il y a des pots qui tombent sur chaque emplacement. Au fur et à mesure que la couronne tourne. À l'autre extrémité, donc le pot passe là-dessous. La roue à aube est là-dessous. Le pot se remplit. À l'autre extrémité, vous avez un vérin qui monte et qui descend, qui à la fois tasse, et sur ce vérin, il y a une tarière, donc ça fait un trou. Et ensuite, ici au milieu, vous avez une ou deux personnes qui se placent avec des jeunes plants au milieu. Elles n'ont plus qu'à prendre le jeune plant, à le mettre dans le trou et à tasser. Les pots sont ensuite évacués ici. Ça, c'est un tapis roulant électrique. Lorsqu'ils arrivent ici, ils vont passer... tout est adaptable évidemment, selon la taille des pots. Ils vont passer ici au milieu. Vous avez deux sangles qui tournent en permanence en sens inverse. Et ici, vous avez le même principe. Le paillage arrive ici et il tombe en pluie à partir de cette goulotte. Donc les pots passent dessous. Ils sont couverts de mulch. Et ensuite, vous avez ces
ces éléments-là qui sont, voilà, qui se positionnent comme ça, sont des rasettes qui permettent d'enlever le surplus de mulch. Le mulch, c'est ça. Le mulch, c'est ça. Alors, le mulch, là, il s'agit, ça peut être autre chose. Là, il s'agit de graminées, il s'agit de miscanthus, du roseau de Chine, qui est séché, broyé. Alors, pourquoi on met du mulch sur les pots? C'est pour éviter, pour limiter et retarder la levée de mauvaises herbes. Ça nous évite d'utiliser des produits chimiques. Avant, il y a 20 ans, on utilisait ce qu'on appelle des antigerminatifs, c'est-à-dire qu'une fois rempoté, on passait un produit qui était liquide, qui se positionnait sur le dessus des pots, sur les premiers centimètres du terreau. Ça faisait une barrière chimique, ce qui fait que quand une graine levée, elle passait dans cette barrière chimique et elle mourait. Aujourd'hui, on n'utilise plus du tout depuis très longtemps, donc ça fait 20 ans qu'on est sur des paillages. Donc quand on rempote, il reste 1,5 cm à peu près de vide entre le terreau et le haut du pot. Et donc on positionne ce paillage par-dessus, ce qui fait que ça va limiter la levée de mauvaises herbes. Et c'est aussi efficace que... Non. Non, c'est pas aussi efficace. Ça va rester propre 1 mois et demi. Après, on est obligé de désherber à la main. Voilà. Alors, on est très partagé par rapport à ça. On est très content de ne pas utiliser de produits chimiques. Les salariés aussi sont contents qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Mais en même temps, ils n'aiment pas désherber. Ça, c'est vrai que c'est pas drôle parce que il faut s'accroupir ou se mettre à genoux et il faut désherber. Tiens. Voilà. Heureusement, il n'y a pas de l'herbe sur tous les pots. Mais vous allez peut-être voir, on est obligé de passer 2-3 fois par an pour désherber manuellement. Voilà. Alors après, quand la plante a un peu poussé, par exemple, si c'est une plante un peu couvre-sol, elle va masquer le dessus du pot, donc on n'aura quasiment pas d'herbes qui vont sortir. Tout dépend des végétaux. Voilà. C'est vous qui le produisez, le miscanthus? Non, on l'achète. Ouais. Et vous faites partie du programme, n'est-ce pas, de paillage en miscanthus? Alors, je ne connais pas ce programme-là. Nous, je ne l'ai pas dit hier, mais on est certifié Plante Bleue. Donc, Plante Bleue, c'est un label qui a été, c'est une certification qui a été développée suite au Grenelle de l'environnement à partir de 2010. Donc, on est certifié depuis 2011. Donc, ça veut dire qu'on est dans une démarche de progrès continu. Donc, on expérimente plein de choses. On est obligé d'enregistrer aussi des choses, tout ce qu'on fait. Et on est dans une démarche qui s'appelle Défi Ferme, où là, alors c'est un gros réseau au niveau agricole, mais au niveau horticole, c'était un tout petit réseau à la base. Nous, on était dans les tout premiers, il y a un peu plus de monde, où justement, on fait plein d'expérimentations. Et on se regroupe entre entreprises, même concurrentes, on échange sur, on va aborder différentes thématiques, le désherbage, le paillage, entre autres. Et on échange entre nous. On a des réunions techniques 2 fois par an et on met en place des essais dans toutes nos entreprises et on échange là-dessus. Voilà. Mais ça, non, je ne connais pas. Après, là, on est sur le miscanthus, mais on a été aussi sur de la fibre de bois, par exemple. On a testé plusieurs produits. On a également, des fois, on ne met pas de paillage, on met un disque synthétique. On appelle ça une collerette. Alors il y a du feutre ou il y a du disque en coco aussi. Ouais. Le coco, c'est plus cher. Voilà. Mais ça, ce paillage-là, dans les extérieurs, il se dégrade. Hein. Je le vois assez peu prescrit en fait. Le miscanthus ? Ouais, le beige. En espace vert après. Alors après, c'est assez volatile. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Oui, enfin bon, oui. Nous, quand on le met, on met les plantes en place, on arrose. Ça le pose. Après, il y a une espèce de mucilage quand même qui fait que ça va se coller quand même. Hein. Ça va se coller. Ouais. Après, il y a d'autres. Par exemple, il y a du lin qui peut être utilisé. Mais souvent, le lin, une fois, on nous a livré du lin par erreur. On avait des pieds de lin qui germaient après. Il y avait des graines dedans. Et le miscanthus, c'est pareil. Hein, c'est pas n'importe quel miscanthus. C'est un miscanthus qui est stérile, qui ne fait pas de graines. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait du miscanthus qui germe dans nos pots. Voilà. Vos recherches, ça fonctionne de la même manière quand vous faites, quand vous allez créer, enfin pas créer, mais reproduire des plants plutôt rares à trouver. Vous allez utiliser la même méthode avec... Ah oui. Là, c'est le même paillage pour tous les végétaux, oui.
Le paillage, normalement, n'a pas d'influence sur la culture. Hein. C'est neutre, c'est sec. Ça, a priori, ça ne libère pas de substances chimiques qui puissent être nocives pour les plantes. Voilà. Et donc, pour finir le rempotage, les plantes, ensuite, elles sortent là, à l'autre bout, sur le tapis. Et donc, on rentre dans le hangar. C'est pour ça qu'il y a 2 grandes entrées avec un tracteur par ce côté-ci, là, derrière vous. Un tracteur avec des petites remorques. Il se place en travers, on charge tous les pots et ça part sur les planches pour être dispatché. Et on a en réalité 2 trains de remorques, ce qui fait que si on arrive à mettre suffisamment de monde sur le rempotage, c'est-à-dire au moins 6 personnes, 3 ici et 3 sur le terrain, on arrive à faire une rotation continue pour avancer plus vite, quoi. J'avais une petite question. Est-ce que le label est payant et est-ce que c'est vraiment rentable d'avoir un label? Oui, c'est une bonne question. Oui, le label est payant, il y a des audits. C'est une certification, pour le moment, rentable, ce n'est pas le mot que j'utiliserai. Je dirais qu'on était un peu en avance. Et maintenant, ça commence à être une attente. La profession a beaucoup communiqué dessus. Donc maintenant, dans beaucoup de marchés publics, il est demandé que le fournisseur soit certifié plante bleue ou équivalent. Il y a d'autres labels. Et le cahier des charges Alors c'est un cahier des charges qui porte sur 7 critères. Donc, que je ne les ai pas tous en tête, mais il y a l'eau, la gestion de l'eau, la gestion de tout ce qui est phyto, enfin tous les intrants. Il y a, donc les intrants, c'est phyto, engrais. Il y a tout ce qui est social. Il y a notre insertion dans notre environnement. Je n'ai plus en tête. Il y a un audit avec, voilà, il y a 7 critères. Vous allez sur Internet, vous allez trouver tous les critères. Il y a le chauffage, nous on n'est pas concernés, mais les horticulteurs, ça ne concerne pas que les pépiniéristes. Il y a la gestion du chauffage des serres. Voilà, nous, on a des serres non chauffées, donc on n'est pas concernés. régulièrement des contrôles Oui. Alors, la certification est valable 3 ans et on a souvent un audit de contrôle à mi-chemin. Donc, tous les 1 an et demi, à peu près, on a un contrôle. Ouais, voilà. Donc, voilà. Le terreau, il est produit localement à 12 km d'ici. Donc, il est composé d'écorce de pin majoritairement, de tourbe, de fibres de bois, et c'est tout. La fertilisation est assurée par un engrais enrobé. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un engrais enrobé, non. C'est un engrais qui a une pellicule de résine autour. C'est quelque chose d'assez technique. Hop. Et donc c'est un engrais qui va se libérer progressivement. Alors il y a plusieurs sortes de... Vous avez des petites billes jaunes, si je les trouve. Voilà. Hop, il y en a une là. Hop. Et donc c'est un engrais qui va se libérer. Alors il faut qu'il y ait une température minimum de 15 degrés de mémoire. Et donc il va se libérer progressivement sur plusieurs mois. Donc la plante va être nourrie au fur et à mesure de ses besoins. Et l'avantage de ce type d'engrais, c'est qu'il n'y a quasiment pas de libération dans le milieu dans l'environnement d'éléments nutritifs, quoi. On ne pollue pas. Il est composé de quoi? C'est les 3 éléments majeurs, hein, NPK. Plus il y a du magnésium, il y a des soufres et des oligo-éléments dedans. Ouais. Voilà. Le choix de prendre un terreau qui est juste en support et mettre de la fertilisation ensuite et pas prendre un terreau qui soit déjà fertilisant. Non, l'engrais est incorporé dans le terreau. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez, par exemple, il n'y a pas de terreau qui à lui-même suffit, c'est pas du terreau qui à lui-même suffit à fertiliser, non. à nourrir la plante. Aucun terreau ne suffit. Tous les terreaux, ce sont des supports. Mais il faut absolument qu'il y ait une fertilisation, soit sous forme d'engrais retard, comme ça, soit sous forme dans l'arrosage, avec des engrais liquides qui sont dilués dans l'arrosage et amenés en aspersion. Ce qui est potentiellement très polluant si toutes les eaux ne sont pas récupérées. Nous, on en récupère une partie, mais pas 100%. Donc on préfère cette formule-là. Voilà. Mais
quel que soit le terreau, dans n'importe quelle pépinière, c'est jamais un terreau, ce n'est qu'un support. C'est pas nutritif un terreau. J'en connais qui utilisent en tant que nutrition, qui ne vont pas fertiliser avec des engrais, des choses comme ça. C'est pour ça que je vous pose Non, après on peut mettre, attention, on peut mettre des engrais organiques, mais ça reste de l'engrais. Ça reste de l'engrais. Vous pouvez mettre, il y a toutes sortes d'engrais organiques. Et l'engrais organique, bon, c'est en train d'évoluer, mais jusqu'à présent, c'est quand même des choses qui se libèrent beaucoup plus régulièrement, ce qui sous-entend qu'il faut revenir en apporter en cours de culture. Et du fait que ça se libère rapidement, vous pouvez avoir des pollutions assez importantes, notamment sur de l'azote. Ouais. Voilà. Il y a eu beaucoup d'essais de fait à ce niveau-là. Et pourquoi je dis qu'avec des engrais enrobés, on n'a quasiment pas de pollution? Parce qu'on a fait des essais. C'est-à-dire des essais en récupérant tous les percolats sur 6 mois et en analysant ces percolats. Voilà, c'est pas juste pour faire joli que je dis ça, ou pour me faire plaisir. Voilà. Donc écoutez, donc ça c'est le terreau. Après au niveau des dimensions, on va faire un tour après. Donc je vous ai dit, on fait beaucoup de variétés. On commence sur, on achète donc des jeunes plants qui sont en godet, donc ce sont des petits pots carrés de 7, 8 ou 9 cm, ou bien en racines nues. Et en général, on a un premier cycle de culture dans un pot de 3 ou 4 litres. Ça, c'est une notion qui est importante. Quand vous parlez de végétaux, c'est de connaître le volume du pot. Parce que plus le pot est grand, plus vous avez une plante forte. Donc on a un premier cycle de culture en pot de 3-4 litres. Alors peut-être que je peux vous en montrer. Attendez là, ici. Voilà. Donc ça, c'est un pot de 3 litres. Voilà. Donc bon, le choix du pot se fait en fonction du calibre, de la force du jeune plant qu'on achète et du développement ultérieur de la plante. C'est-à-dire que celles qui poussent peu, on les met dans un pot de 3 litres. Celles qui vont pousser plus, on les met dans un pot de 4 litres ou 5 litres même. Voilà, ça c'est un premier cycle de culture. Ça c'est du codé, on passe à ça. Directement. Voilà. Ensuite, donc les plantes vont être cultivées 1 an, enfin au moins une saison végétative, on va dire. On a 2 cycles de culture. On fait en premier cycle, on fait une partie du rempotage à l'automne et jusqu'à maintenant, où là on va recevoir des racines nues dans 2 jours qu'on va rempoter. Et ensuite, donc ça c'est tout ce qui ne craint pas le froid. Et à partir du mois de février-mars, on va rempoter tout ce qui est un peu plus fragile par rapport au froid. Donc on a deux périodes de rempotage. Ça c'est sur le premier cycle de culture. Donc ces plantes, aussi bien celles qui sont rempotées maintenant que celles qui seront rempotées au printemps, seront à la vente à partir de l'automne 2023. Voilà. On a ensuite un second cycle de culture, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être vendue, tout comme là les pépinières sont pleines, évidemment, on est en début de saison de vente. Les invendus, on va ensuite les passer on va faire un deuxième cycle de culture. Donc là, on va rempoter en pot de 7 litres, 10 litres, voire même 15 litres pour certaines plantes très très vigoureuses, ce qui va nous permettre d'avoir une plante plus grande et plus large. Donc quand vous faites, ce sont des notions qui sont importantes. Pourquoi? Parce que quand vous serez en activité et que vous allez avoir un appel d'offres, vous dites je prends une plante basique, un Troène en 60-80. Un Troène en 60-80, vous pouvez l'avoir sous plein de formes différentes. Vous pouvez avoir un jeune plant en racine nue d'1 an qui fera 60-80, qui aura 2 branches. C'est tout fin. Ça, c'est pas cher, ça, c'est pas cher du tout, ça vaut 1 €. Vous pouvez avoir un pot en 3 litres qui vaudra, les prix ont augmenté, 4-5 €, qui fera toujours 60-80. Donc vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Chez Lafite, ils sont très chers. Mais non, mais c'est pas la même plante, on ne part pas de la même plante. Chez Lafite ou chez Dupont ou chez... Voilà. Et vous voulez quelque chose, vous voulez une plante en 60-80, en général en 10 litres c'est plus grand, mais vous voulez quelque chose qui est vraiment du corps, qui fasse un effet immédiat, qui vous donne une haie fermée en 2 ans, vous allez prendre plutôt un 10 litres. Ou bien une plante en motte. Mais bon, là, on va être sur des plantes plus grandes. Mais il faut tout regarder. Ce n'est pas juste une histoire de hauteur. Il faut regarder le conditionnement, le nombre d'années. Voilà. Ce sont des notions qui sont importantes. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut faire maintenant peut-être un petit tour dans la pépinière. On va commencer par ce côté, revenir par là-bas.
Et après, on ira en pleine terre. Voilà. Donc ici, vous avez des plantes qui ont été rempotées ce printemps. Il faut imaginer, c'était des plantes qui faisaient 10 cm de haut dans un petit godet. Donc là, vous voyez la plante avec le mulch. Donc le mulch, il s'est bien tassé. Bon, il a bruni, évidemment. Voilà ce que ça donne au bout d'une saison de végétation. Une plante de nord. Là, je pense qu'on est sur un 4 litres. Là, on est sur un pot de 4 litres. Voilà, c'est légèrement supérieur à ce qu'on vient de voir à l'intérieur. Donc celui-là, il a un an de... Celui-là, il a un an d'élevage. non, 6 mois. Parce qu'il a été rempoté au mois de mars. Mais ce qui compte, c'est la notion de saison de végétation. Parce que l'hiver, ça pousse pas. Il y en a qui disent une sève. Une sœur, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi par expérience que vous sélectionnez le type de conteneur en fonction du développement que vous connaissez du végétal sur ça, c'est de la les connaissance. cycles. Ça, c'est vraiment de l'expérience. Et ensuite, bon, par exemple, là, je pense qu'on a acheté un plant qui était déjà beau, qui était en godet de 9 cm. Un godet de 7 cm, ça paraît rien, mais c'est vraiment plus petit. Ouais. C'est 2 cm, mais ça, de moins. En sens, c'est une plante qui sera quand même, qu'on aurait mis dans un pot de 3 litres. Alors, on trouve aussi en jeune plant des jeunes plants en alvéole. C'est des plaques avec plein d'alvéoles. J'en ai vu tout à l'heure. Oui. Mais alors il y a des grosses alvéoles, mais il y a des petites toutes alvéoles. petites. Nous on ne travaille pas avec ça. On ne travaille pas avec ça parce qu'avec le climat qu'on a ici, même si ça change, certaines années on a des printemps qui sont très humides et très frais. Et donc une alvéole, quand on la rempote, elle se retrouve dehors, elle se retrouve avec un pot assez grand qui est gorgé d'eau. Ça s'évacue. Et souvent elle végète, elle a du mal. Donc on essaie en dessous de 7 cm on a de jeunes plants en plus de 7 cm. Et on va passer là, on va aller voir les vivaces. Donc ici on est sur des arbres. Alors les pots carrés ça se fait. Ça se fait maintenant parce que les pots carrés c'est intéressant pour charger les camions. Ah oui, parce que ça rentre mieux, ça fait superposer mieux, il y a un gain de place. Mais je sais pas, c'est pas pas rempli dans les mots. Est-ce que vous travaillez avec des pots anti-chimiens? Des pots anti-chimiens, non. Non. C'est plus cher. Et l'intérêt du pot anti-chignon, c'est sur les plantes qui poussent vite, qu'on va garder plus longtemps. Et nous, au bout d'un an, de toute façon, soit c'est rempoté, Anti-chignon, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est vraiment quand les racines s'enroulent en bas du pot. Ça fait parce qu'ils ne sont pas à la place. Donc l'anti-chignon, ça permet de faire descendre, de répartir mieux les racines. Et il y a des pots spéciaux pour un peu accompagner les racines. C'est ça. En revanche, on utilise le système AirPod pour les gros sujets. Je vais vous montrer. Ok. Les pots anti-chignons, en général, ils ont des... au lieu d'être lisses, ils sont crénelés, ce qui fait que la racine ne peut pas tourner. Et des fois, ils sont percés sur le côté aussi. Donc la racine, elle s'arrête dès qu'elle voit la lumière. Et vous pouvez utiliser vos godets? Les pots, non, les godets, on les donne à un producteur de jeunes plants local. Les pots, ils partent avec la plante chez le client. En revanche, quand on jette des plantes, puisque malheureusement on en jette, on récupère les pots et on les réutilise. Sur ceux qui sont cassés. Et ceux qui sont cassés, après on a toute une filière de recyclage. Donc on a des bennes pour les différents types de déchets. Est-ce qu'il faut désinfecter les pots pour les réutiliser ou pas? En théorie, oui. En pratique, comme on les stocke quand même longtemps, a priori, on n'a pas de soucis jusqu'à présent. Parce que quand on les récupère, ils peuvent rester un an sans être réutilisés derrière. Donc ça a le temps un peu de se lessiver tout seul. Parce qu'ils sont stockés là-bas. Vous voyez, il y en a là-bas, dehors. Donc ça se lessive plus ou moins. Ouais. Après, les plantes sont posées sur des grilles. Pourquoi? C'est à cause du vent tout simplement. Aujourd'hui c'est très calme, mais c'est un site relativement vanté
Et avant qu'on ait des grilles, eh ben, au printemps, on passait 2 heures par jour à relever les plantes avant de commencer à travailler. Donc c'est un investissement assez lourd, mais on s'équipe progressivement de grilles. Bon, là, on est à peu près bien équipé. Donc on met au maximum les plantes sur grille. Sauf les plantes très basses, les vivaces par exemple, ça n'a pas de prise au vent, ça tombe quasiment pas. Les genevriers rampants, des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est de la filaire. C'est la plante qui vient de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle tient très bien, c'est un peu la plante, elle tient à la sécheresse, elle tient en sol pauvre. C'est une plante qui s'adapte vraiment partout. Plus en plus de latitude, à mon avis. Oui, c'est bien possible. Et qui est très facile, qui est bien aussi pour être, qui supporte très bien la taille. Oui. Pour faire des taupières ou des haies. Voilà. Peut-être pour l'anneau. En haut de nous, peut-être. Le joli feuillage derrière, ce sont des plantes de myrtille, vaccinium. Beau coloris d'automne. Juste à côté, là, vous avez des séquoias sempervirens, des chênes verts. Et encore derrière, avec un peu plus haut, avec un feuillage plus fin, des chênes lièges. Voilà. Là, il y a un petit mahonia qui est sympa. C'est une variété assez récente. Donc, c'est un mahonia à feuillage très fin, qui ne pique pas du tout. D'ailleurs, il s'appelle Sauf Caresse. Et là, il va fleurir. Il fait des fleurs jaunes. Il y a quelques fleurs. Oui, voilà. Et il pousse en coussin. En coussin, il a une forme un peu ronde, un peu. Oui, ouais. Je vais vous en montrer des plus grands là-bas. Un auteur. Ah si, après il va faire 1m20, oui, là c'est tout jeune là. Je vais vous les montrer en plus grand, tiens, on va passer là-bas et on reviendra après là-bas, de l'autre côté. Ouais, puis après c'est un peu exigeant au niveau du sol, hein, ça va pas partout ça par contre. Alors là, ceux qui sont à l'angle, ils ont souffert de manque d'eau. Parce que les bords s'arrosent moins bien. Et on a eu quand même pas mal de problèmes de gestion d'arrosage cette année, quoi, avec le contexte climatique. Comment ça se passe pour l'arrosage? Est-ce qu'il y a un système d'arrosage quand même ou non? Ah oui, de toute façon, les plantes en pot, ben, ça dépend de la météo, quoi. Donc, en fonction de la météo. ah oui, complètement. Mais toute l'année, c'est en fonction de la météo. Donc, bon, à partir de maintenant, il est rare qu'on arrose en extérieur, mais tout dépend de la météo. L'hiver dernier, à Noël, aux alentours de Noël, on a eu 3 semaines, il faisait pas chaud, mais au bout de 3 semaines, ça avait quand même, au bout de 2 semaines, il a fallu arroser. Ah oui, parce qu'il faisait beau, il faisait sec et bon, ça finit par sécher, quoi. Alors les serres, par contre, celles-là, même en hiver, on les arrose 1 fois par semaine à peu près. En été, les arrosages, c'est quotidien, enfin, sauf quand il pleut, c'est toujours pareil, on surveille la pluviométrie. Et après, il y a un contrôle. On passe, on dépote, ou rien que de sous-peser le pot, on sait au poids si c'est sec ou pas sec. Voilà. Et vous voyez bien l'importance aussi de l'écoulement des eaux, tout le travail qu'il y a sur le sol pour que l'eau ne s'éloigne pas. Parce que les plantes en pot, ils sont vraiment, asphyxient les racines. Donc il faut important de faire vraiment attention oui, alors, l'écoulement des eaux. Toutes les planches ont un profil en V. Alors on a 2 pentes en fait ici. Il y a le profil en V, puis il y a la pente naturelle aussi du terrain. Donc les planches, elles sont terrassées bien sûr. Et après on a une bâche agricole dessus qui prend vraiment toute la largeur, qui va jusqu'au milieu, pardon. Au milieu vous avez enterré un drain avec du caillou. Et on met cette toile hors sol qui dure en général une dizaine d'années par-dessus. Ce qui fait que toutes les eaux ruisselles vont au centre et sont récupérées. Ben, vous voyez, il en coule là. Ça sont les eaux, c'est pas de l'arrosage, c'est la pluie. Et donc toute cette partie-là n'est pas récupérée, mais à partir de là, toutes les cultures qui sont au-dessus sont récupérées dans l'étang. Enfin ça, comment dire, l'eau est récupérée, mais elle retourne au ruisseau sur cette zone-ci. Voilà. Bien plein, le temps. Ah oui, là, il déborde, là. Voilà. Donc le réservoir d'eau, c'est celui qui sert à l'arrosage. Oui, alors ce réservoir est alimenté par une source qui est un peu plus haut. Et aussi par toutes les eaux de récupération. Parce que quand il pleut, l'eau va dans toutes les planches qui sont à partir du hangar et au-delà,
L'eau est récupérée dans l'étang. C'est votre principale source C'est notre unique source d'eau. Ah, vous n'avez pas de citerne? Ah non. Non, non. Ici, on arrose, alors en été normal, on arrose la nuit et ça suffit. Mais on arrose donc un été voilà, plus courant, on arrose 12 heures par jour et on pompe 35 mètres cubeurs. Donc en termes de citernes, ça ferait beaucoup de citernes. Voilà. Et cette année, on a dû arroser 21 heures sur 24 pendant 3 semaines. Et on avait du mal à sauver les plantes. Vous n'aviez pas de restrictions par rapport à l'eau? Oui, mais on n'en a pas tenu compte, on n'a pas le choix. C'est notre survie économique qui est en jeu. Et vous pouvez demander à n'importe quel pépiniériste, on a tous la même réaction. C'est nos emplois, nos entreprises. Si on perd nos plantes ici, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc, vous aviez des terrains répartis dans un rayon de 30 km. Oui. Et quand vous choisissez un terrain, c'est quoi les conditions? C'est qu'il y a une source pas loin, que non. c'est un truc bien donné? Non. Bon, il faut qu'il y ait un minimum de qualité agronomique. Mais je dis bien un minimum. On ne fait pas les difficiles parce qu'ici, il n'y a pas de terrain. Donc, bon là, vous êtes trop nombreux pour qu'on aille vraiment sur beaucoup de parcelles, mais on a certaines parcelles qui sont en pente comme ça. Et les gens d'autres régions qui viennent ici, ils hallucinent un peu, ils disent mais ils sont fous. Mais bon, on n'a que ça, alors on fait avec ce qu'on a, quoi. On fait avec ce qu'on a. Quand vous dites qu'il n'y a pas de terrain, c'est parce qu'en fait toutes les mais ici, ici, il y a beaucoup d'agriculture encore, et tant mieux. Hein. Les exploitations sont très petites, elles font 27 hectares en moyenne. Alors c'est en train de changer parce qu'il y a quand même malgré tout, même s'il y a un fort taux d'installation de jeunes, ça se réduit. Donc quand il y a certaines fermes qui n'ont pas de succession, pas de repreneurs, et encore que ça aussi, maintenant il y a des repreneurs qui sont plus issus du milieu familial mais de milieu urbain qui viennent, qui ont des projets, bon c'est bien. Mais bon, il arrive quand même que certaines fermes soient reprises par les voisins, soient démembrées. Et donc ça c'est très réglementé, ça passe par la SAFER. Et en général, nous on n'est pas prioritaire. Donc c'est les voisins qui se répartissent les terres. Donc nous, c'est en fonction des opportunités. Alors c'est pas un choix d'aller travailler loin, malheureusement, mais on fait avec ce qu'on peut, quoi. Voilà. Ça a quand même une incidence forte sur le fonctionnement de la culture. Énorme. Et sur le coût à la production. Ça a une incidence sur l'organisation du travail qui est compliquée et sur le coût. Ouais. Et même sur les végétaux, parce que parfois, c'était vraiment sur des pentes comme ça, les végétaux, ils poussent pas. Alors, sur les pentes, on ne met pas d'arbres. Ok, oui, parce que sinon, ça... parce qu'avec le phototropisme, sinon... ça part de tous les sens. Ça fait un coup à la base, quoi. Donc, on met des arbustes sur les pentes. Bon, après, c'est vrai que les pentes, on en a encore. On essaie de les abandonner petit à petit. Les fortes pentes. Voilà. Et après... Le seul avantage d'avoir des parcelles très dispersées, c'est que cette année, par exemple, on a eu un coup de grêle et des gros grêlons comme ça sur une parcelle à 60 km, celle la plus éloignée. On ne l'a pas eu ailleurs. On ne peut pas avoir la grêle partout, parce que sur cette parcelle-là, on a quand même la moitié des végétaux qui ne sont pas vendables, qu'on va devoir retailler, retravailler, qui seront vendables dans 1 an ou 2. Au moins, on ne peut pas avoir des calamités partout en même temps. Bah oui, la diversité, donc voilà. Aussi des terrains. Exactement, et la diversité des sols aussi. Qui fait que, alors on a par exemple des végétaux, on a des parcelles dans la vallée de la Dour. Alors là pour le coup c'est plat mais c'est inondable. Donc là-bas on est sur une palette végétale très restreinte. On ne peut pas tout y mettre. On n'y met que les plantes qui supportent l'eau. J'y étais la semaine dernière, la parcelle était sous l'eau. Vraiment, il y avait ça d'eau. Donc là ça limite. Bon, si on veut faire du mahonia qu'on vient de voir, tout ce qui est cornouiller à fleurs, qu'est-ce qu'on a, les amamélis, des choses comme ça, c'est assez exigeant au niveau du sol. Donc ça va être plus sur le secteur Mendione ici où on a quand même des sols assez filtrants, pas trop argileux. Et ils n'iront pas sur la commune de la Bastide-Clérance qui est à 15 km d'ici où on a des sols très argileux. Où là-bas ils vont stagner, ils ne vont pas pousser, ils pousseront mais très lentement. Voilà. Donc c'est l'avantage, on peut répartir les cultures en fonction des besoins. Enfin, on peut le voir comme un avantage ou une contrainte, hein, ceci dit. C'est un peu les deux. Mais bon, ça nous oblige à avoir plus de matériel. Ça veut dire des pertes de temps, ça veut dire des salaires en plus aussi, d'heures qui sont passées juste à se déplacer, ça c'est sûr.
Et depuis que je travaille, chaque fois qu'on a une opportunité, quand vous êtes venu hier, et vous verrez en repartant si vous n'avez pas prêté attention hier, vous êtes passé devant une parcelle qui est à 3 km d'ici. Celle-là, on y est depuis une quinzaine d'années, on ne l'avait pas avant. Donc on a eu une opportunité d'acheter cette parcelle-là. Il n'y avait pas d'autres candidats, c'était rare, mais c'est comme ça. Et donc ça nous a permis de se rapprocher et d'abandonner une parcelle plus éloignée qui était à 40 km. Donc petit à petit, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. On essaie de se restructurer. Voilà. Et vous faites niveau proportion en conteneur et à silo, c'est quoi les proportions? On produit, il y a à peu près 200 000 plantes ici en culture. Et en pleine terre, il y en a autant. Après, ici, alors il y a des cycles d'1 an et plus ici aussi. En pleine terre, on est sur des cycles de minimum 3 ans, jusqu'à 5-6 ans pour le premier cycle. Et après, on transplante, donc on repart sur un deuxième cycle de culture. On n'en fait pas beaucoup du transplanté, mais on en fait quand même. Donc en pleine terre, ce n'est pas parce qu'il y a 200 000 plantes qu'on peut en vendre 200 000. Il y a une rotation, il y a du stock. Sur les 200 000 plantes, elles ne sont pas toutes à la vente, il y en a qui sont trop jeunes. Donc, et puis on garde, il y a des fois où volontairement on ne va pas vendre, enfin c'est rare, mais ça peut arriver qu'on dise non, ça on garde, on veut les faire grossir parce qu'on ne veut pas vendre les arbres en 6-8 qui est tout petit, on ne les valorise pas, on ne valorise pas le travail, on va les garder pour les vendre un peu plus gros. Et donc la proportion, c'est à peu près, dans les ventes vraiment, c'est à peu près 55% en hors sol et 45% pleine terre. Ça dépend des années, des fois c'est 50-50, ça dépend. Et c'est quoi l'avantage L'avantage d'avoir des plantes en pot, c'est de pouvoir les vendre toute l'année. Parce que les plantes en pleine terre, on ne les vend que pendant le repos végétatif. Alors, un peu plus que le repos végétatif, parce que tout ce qui est végétal à feuillage persistant, on peut les vendre à condition que le climat s'y prête. Cette année, ce n'était pas possible. Dès le mois d'octobre, dès début mi-octobre, à condition qu'il fasse frais et qu'il pleuve. Cette année, on a eu un mois d'octobre sans une goutte d'eau et avec des températures entre 25 et 30 quasiment tout le mois. Donc là, c'était mission impossible. Et on est arrivé jusqu'au 11 novembre, on n'a pas pu arracher parce que de toute façon, le sol était trop sec. Voilà. Mais le persistant, il vaut mieux l'arracher tôt. Pourquoi ? Parce que quand on arrache une plante persistante, on la replante dans un sol chaud, elle va commencer à s'enraciner tout de suite. Enfin, les autres aussi. Mais un persistant, il reste un peu en végétation toute l'année, même en plein hiver. Donc si vous l'arrachez au mois de janvier, que vous le replantez en suivant dans un sol très froid, il va avoir du mal à s'enraciner. En fait, il va pas s'enraciner tout de suite et il va souffrir. Il va souffrir parce que quand même quand on arrache une plante, on laisse une partie des racines dans le carré, quoi, dans le champ. Alors que si vous le faites soit en début de saison, soit mars, avril, le persistant jusqu'à fin avril, toujours pareil, à condition qu'on ait des conditions climatiques favorables, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas trop chaud, ça va redémarrer en suivant. Sur un sol chaud, ça redémarre en suivant et ça reprendra mieux que si vous le faites en plein hiver. Voilà. Mais sinon, grosso modo, les caducs, c'est de début mi-novembre jusqu'à fin mars. Alors dans d'autres régions où la végétation démarre plus tard, ça va être jusqu'à mi-avril. Mais guère plus. Voilà. Donc, comme les chantiers ne s'arrêtent pas à la mi-avril, les plantes en pot permettent de continuer à planter. On passe sur la plante en pot. Là, au niveau de l'organisation des lignes, en fait, il y a une logique. Non. Voilà, alors ici, la seule logique, c'est l'arrosage. D'accord. Parce que vous en doutez, on n'arrose pas tout Bah oui. en une seule fois. Il faudrait des pompes gigantesques. Donc ça s'arrose, il y a 11 secteurs d'arrosage, donc en gros, c'est 5 planches à la fois. Donc on regroupe les plantes il y a une logique qui est de les regrouper par besoin en eau. Donc on va mettre tous les petits litrages ensemble, tous les gros litrages ensemble. Et après, par exemple là, tiens, typiquement vous avez une forbe ici là. Les euphorbes, ce sont des plantes de terrain sec, donc elles n'aiment pas avoir trop d'eau. Donc on les a mises au bord parce que ça s'arrose moins bien. Elles seront moins bien arrosées que celles qui sont 5 mètres plus à l'intérieur. Voilà, l'arbitrage, il se fait à ce niveau-là. Voilà. Parce que
Par exemple, cette zone-là, on va arroser, mettons, une demi-heure, et la zone suivante, avec du gros litrage, on va arroser 3/4 d'heure, le même jour. Voilà. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller dans la serre, puisque tout le monde n'a pas le parapluie, qui est derrière le hangar. Alors là, vous inaugurez la serre. Vous êtes les premiers à rentrer dans cette serre. On l'a terminée vendredi. Voilà. Donc nous avons 3 serres, celle-ci et 2 autres qui sont là-bas, de l'autre côté. Donc les serres sont des serres, ce qu'on appelle des serres froides. Ça veut dire que ce sont des serres non chauffées et il n'y a même pas de système antigel. Donc ces serres nous permettent de cultiver des plantes qui ont besoin de plus de chaleur, surtout au démarrage, au printemps. Donc elles vont pousser, elles vont pousser plus vite, elles vont pousser mieux. Et puis elles nous servent aussi de serre d'hivernage. Par exemple, derrière vous, il y a des lauriers roses. Les lauriers roses, ou même là d'ailleurs, on ne les produit pas parce que c'est une plante qui ici, alors elle est très demandée, donc on est bien obligé de l'acheter, puisque tous nos clients nous la réclament. Mais c'est une plante qui, avec le climat humide que nous avons ici, se tache beaucoup. On n'a pas un climat très adapté, donc on préfère l'acheter. Et donc là, on la rentre pour qu'elle ne souffre. Elle pourrait passer l'hiver dehors, mais avec un feuillage qui pourrait se détériorer ou même prendre des petits coups de gel. Donc on la rentre pour la garder jolie pour l'hiver. Ce qu'on essaie de faire, et vous voyez, les côtés sont ouverts. Donc c'est une serre qui s'ouvre sur les 4 côtés. Le toit au-dessus, sur la chapelle du milieu, s'ouvre. On essaie quand même de maintenir la serre ouverte pour que les plantes se durcissent. Parce que si on ferme la serre, même en hiver, ça va chauffer, les plantes vont se mettre en sève et ça va les fragiliser. Ça va les fragiliser, pourquoi? Parce que si on vend des plantes qui sortent de serre et qui se retrouvent dehors, elles vont quand même avoir un petit chaud et froid, un petit stress. Voilà. Et puis comme cette serre n'est ni chauffée, elle n'a pas non plus de système antigel, si vraiment il fait très froid, il peut geler dans la serre. Donc on a intérêt à ce qu'elle soit quand même le plus arrêtée possible. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une serre qui a des moteurs pour s'ouvrir, des capteurs de température, et donc qui, en fonction de la programmation, va s'ouvrir ou se fermer. Enfin, ça, c'est surtout pour l'été, quand il fait trop chaud. D'accord. Et où il y a des anémomètres aussi qui permettent de tout fermer quand il y a des coups de vent, évidemment. Et parce qu'en été, elle va être utilisée aussi. Ah oui, toutes nos serres restent pleines toute l'année. D'accord. Et avec ce système d'aération, même quand il fait très chaud, il n'y a quasiment pas de différence. Même parfois, ça peut même être plus agréable d'être sous serre, parfois, parce que quand il y a un fort rayonnement, là, ce genre de plastique atténue un peu. Ouais. Bon, en plein après-midi, on évite quand même. Hein, mais, Peut-être une question. Pourquoi vous bétonnez les feuilles de la serre? Alors, le sol n'est pas bétonné. Les allées sont bétonnées. Là, nous avons mis on n'a jamais fait ça avant, mais on a mis un sable calcaire qu'on a tassé, compacté. Voilà. Et donc, on a fait une pente dans ce sens. C'est le même système qu'à l'extérieur. En dessous, vous avez une bâche agricole. Et donc, toutes les eaux sont récupérées là. Voilà. Et on a bétonné les allées pour pouvoir circuler plus facilement. Tout simplement. Donc, il y a de la manutention, donc ça veut dire que les engins doivent pouvoir venir. Non, on ne rentre pas avec des machines dans la serre. Non. Avec des machines. Non. Donc toute la manutention va se faire à la main. Oui. Okay. Après, on peut venir avec des chariots, là, des petits chariots. Chariots et mains. Et mains. Et puis, vous voyez, là, ils sont en train de rentrer les plantes. Voilà nos petits chariots, là, nos petites remorques, pardon, pour le rempotage. Donc, comme le côté est ouvert, on peut passer par le côté aussi. Et par l'arrière aussi. Hein. L'arrière s'ouvre, là il est fermé, mais l'arrière s'ouvre. Donc on peut quand même accéder, hormis là où il y a les blocs, mais on peut accéder par quasiment les 4 côtés. Ouais. Et l'hiver, quand c'est fermé, il y a des portes de service, une là-bas et une ici. Voilà. Bon, mais on va continuer, la versée passée.
Malheureusement, les plantes les plus vendues, c'est Pittosporum taubira qu'on ne produit pas parce que ça ne vaut pas le coup. Parce que, enfin, on en fait, je dis des bêtises, mais on n'en fait pas par rapport à la demande. Oui. Mais ça, bon, les Espagnols, les Italiens les font très bien et moins cher. Donc, ça, le laurier rose et le laurier sauce, ça c'est les 3 plantes les plus vendues. Et le photinia, mais le photinia, on le fait nous-mêmes. Ouais, le photinia, mais ouais. Après, le reste, on le fait nous-mêmes. Hein. Non, la lavande, on ne fait pas la lavande parce que la lavande, ça noircit. Ici, ouais. Mais on a une grosse demande, on en vend quand même plus de 2000 par an. Mais bon, on les achète, c'est parce qu'on n'a pas le climat pour. Du coup, vous faites aussi de l'achat-revente, c'est ça? Oui, on est obligé parce que comme on est généraliste, les clients ils disent chez Lafite on trouve tout. Oui. Donc il faut tout avoir. Ouais. Voilà. Ouais. Mais tous les pépiniéristes font de l'achat-revente. Alors chez nous, c'est quand même 15 à 20% du chiffre d'affaires maximum. On est quand même producteur avant tout, mais on est obligé de faire l'achat-revente pour satisfaire nos clients. Même sur les plantes que l'on produit nous-mêmes. Quand vous n'avez plus d'une plante quand elle est entièrement vendue, il faut trouver... là, vous avez des viburnums derrière. Ce viburnum-là, tiens, j'en ai plus et j'ai la commande, je dépanne le client. Je vais en acheter pour le fournir. Est-ce que le client, ça le dérange des fois d'avoir des plantes qui sont différentes parce que si par exemple, est-ce que vous essayez dans des lots d'avoir tout de la même origine? Oui, sur un lot, oui, on essaie d'avoir tout de la même origine. Après, c'est pas forcément gênant quand ce sont des très grands lots. Si c'est planté sur un chantier où il y a un massif ici, un autre là et un autre vraiment très éclaté, où vous n'avez pas le visu d'un seul coup d'œil de tous les massifs, ça n'aura aucun impact sur le chantier. Sur une haie, ça peut être plus compliqué. Oui. Voilà. Mais bon, les monospécifiques se font de moins en moins. Donc là, sur la droite, vous avez des plantes en 2e cycle de culture. Donc ce sont des plantes qui sont dans des pots de 10 litres. Alors, vous voyez, elles ne sont pas toutes très hautes, mais elles ont plus de corps, c'est plus fort. Donc quand vous plantez ça dans un jardin, ça a plus d'effet tout de suite. Donc ça a été passé en pot de 10 litres au mois d'avril-mai aussi. Toute la planche là. Donc là, on a tout un secteur que de gros litrage, parce que comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'arrosage, tout ça s'arrose en même temps. Donc ce sont uniquement des plantes qui ont à peu près le même besoin à nous. À peu près, parce qu'on a une telle diversité de plantes que c'est une moyenne. Hein. Voilà. Du coup, ça, vous les rempotez à la main ou c'est... Alors cela, c'est fait à la main. Ça, c'est fait à la main. En théorie, quand on achète la rempoteuse, ils nous disent que ça passe, mais en pratique, le pot, il passe. Mais en fait, le terreau, il se met aussi, mais il s'en met trop. Puis après, quand le forêt arrive, le terreau, il gicle dans tous les sens. Donc on le fait à la main. Bon, on rempote quand même beaucoup moins de plantes en 2e cycle qu'en 1er cycle. En 1er cycle, il y a 120-130 000 plantes. Voilà. Et après, il y a à peu près 40 000 plantes en 2e cycle. Et puis là, on prend vraiment du renfort. On prend beaucoup de saisonniers au printemps pour renforcer les équipes. Voilà. On va continuer par là. Alors ici, il y a un terme que vous avez peut-être déjà entendu, c'est une jauge. Bon, celle-là, elle est toute petite, hein, mais une jauge, qu'est-ce que c'est? En général, c'est en sable. Il y en a qui font ça avec de la sciure. C'est un endroit où on stocke des végétaux en racines nues avant qu'ils partent. Donc là, typiquement, c'est une commande. Hein. Il y a une étiquette là avec le nom du lot, le code du client, etc. C'est une commande et on ne sait pas quand le client va venir. C'est quelqu'un, les codes rouges, les barres rouges indiquent que c'est un enlèvement, donc c'est un client qui va venir chercher ses plantes. Peut-être qu'il est prévu qu'il vienne aujourd'hui, mais au cas où il ne viendrait pas, on ne veut pas laisser les racines sécher à l'air. Donc pour bien préserver le système racinaire, ce sont des plantes en racines nues, des cerisiers, on les a mis dans du sable, tout simplement. Et on les laisse combien de temps en jauge maximum? En jauge, ça peut rester plusieurs mois, à condition que le sable ne sèche pas. D'accord. Par exemple, pour les fruitiers, là on commence à arracher des carrés entiers de fruitiers et on les stocke en jauge. Bon, ça c'est une petite jauge d'expédition, mais sur notre point de vente qui est derrière l'église là-haut, on a des grandes jauges de fruitiers. Comme ça, quand les clients viennent, on sort des plantes de jauge. Et c'est très amusant parce qu'en fin de saison, fin février, début mars, on voit ils ont plein de radicelles. Ils ont commencé à s'enraciner. Bon, c'est pas un souci, c'est parce que les gens les prennent, ils rentrent chez eux, ils plantent en suivant. Il ne faut pas que ça traîne. Voilà. Une jauge, c'est ça. C'est un endroit où on stocke en général la racine nue.
Les mottes, vous voyez, il y en a des plantes arrachées en motte, il y en a juste là. Bon, la motte, elle va rester humide, ça c'est quelque chose qui va partir rapidement, donc il n'y a pas besoin de... Alors, le choix de la motte ou de la racine nue, c'est le client ou c'est vous qui... Non, c'est les deux. Alors, effectivement. Alors déjà, est-ce que vous savez comment on mesure les plantes, les arbres? Oui, ça va vous... 1, 6, 8, 8, 10, tout ça, ça vous parle? Oui, bon, ok. Donc, il y a des essences qui, en général, on arrache à racines nues tous les végétaux caducs, pas les persistants, tous les caducs, jusqu'à un calibre de 14-16, des fois 16-18, sauf certaines essences. Alors là, j'ai du mal, je ne saurais pas vous l'expliquer scientifiquement, parce que ça me paraît pas logique. Mais il y a certaines essences qui reprennent mieux en motte. Pour moi, une racine nue, c'est mieux, parce que normalement, on arrache plus de racines que sur une motte. Mais bon, il y a des essences qui reprennent mieux en motte qu'en racine nue. Donc on les fait en motte. Et pour définir la dimension de la motte, on prend la circonférence multipliée par 3. C'est le minimum. Ça, c'est même une norme AFNOR. C'est-à-dire, c'est la profession, hein, l'AFNOR. Donc ça veut dire que un arbre en 18-20, il doit avoir une motte de minimum 60 cm de diamètre. Minimum, hein, ça peut être plus. Voilà, c'est comme ça qu'on définit la dimension des mottes. Après, ce qui peut se produire, alors normalement il y a une équipe qui arrache dans le coin, je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous verrez que les machines pour arracher, elles ont des lames de différents diamètres pour faire différents diamètres de motte. Il est évident qu'une équipe qui a, souvent c'est plein de petits lots à faire, où il faut de différentes dimensions, s'il faut changer la lame à chaque fois, ils ne le font pas forcément. Donc, des fois, il va y avoir des mottes surdimensionnées parce qu'ils disent, bon, je laisse la même lame, je n'ai pas encore ces 10 minutes pour changer la lame. Voilà, il faut avancer, quoi. Après, on met donc on met ce qu'on appelle une tontine, ce tissu-là, on pose la motte sur ce tissu qui est carré. On attache les 4 angles et après, on met un grillage pour maintenir la cohésion de la motte. C'est un grillage non galvanisé, vous voyez, il commence déjà à rouiller. Donc la plante peut être plantée comme ça, il ne faut pas l'enlever. En revanche, moi je conseille toujours de défaire la tontine ici, parce que ce tissu il n'est pas tout à fait biodégradable, il va finir par se dégrader, mais souvent il met du temps. Et alors, bon, c'est pas le cas là, mais des fois il est vraiment attaché tout autour. Et si la plante, il peut étrangler le collet si la plante s'il se dégrade pas bien. Donc en général, on recommande de couper là le dessus. Et c'est pareil avec, là c'est pas le cas, mais des fois vous pouvez avoir le grillage qui se rapproche très près du tronc. Des fois nous on préconise aux particuliers de couper aussi le grillage. Et pour les racines nues, comment est-ce qu'ils prélèvent l'arbre? On a des machines pour ça aussi. D'accord. Oui. On a des machines, alors sauf pour les toutes petites racines nues où on le fait à la bêche. Ouais. Mais on a une machine, c'est un peu le même principe que les arracheuses en motte, sauf qu'au lieu d'avoir une lame en demi-cercle, c'est en U, qui est montée derrière un tracteur. Alors il y a... comment c'est? Je ne sais pas si on va en voir là. Il y a un vérin, donc le U passe sous la plante. Et sur ce vérin, il y a une mâchoire, enfin avec des caoutchoucs, mais qui prend le tronc en sandwich. Donc simultanément, vous avez la lame qui passe dessous, mais c'est une lame vraiment grande, donc il sort beaucoup de racines. Et sur ce vérin, le vérin monte, et donc ça soulève la plante et ça la secoue, ça vibre. Donc ça enlève la terre. Voilà. Alors, des fois aussi, là aussi pour aller plus vite, on peut aussi, parce qu'on a beaucoup de parcelles, on a 2 arracheuses pour racines nues et 4 arracheuses pour les mottes. On ne peut pas avoir les arracheuses racines nues partout. Donc des fois on va arracher avec la machine pour faire les mottes et après on secoue, on fait vibrer. On peut faire les deux. C'est les mêmes conditions du sol pour faire les deux, pour l'arrachage, que le sol ne soit pas trop trempé. Il ne faut pas que le sol soit trop mouillé. Là ce matin à l'embauche, les gars me disaient donc sur telle parcelle là on ne peut plus arracher, c'est trop mouillé. Il ne faut pas que ce soit ni trop mouillé ni trop sec. Okay.
Oui. Quand c'est trop sec, à un moment donné, on ne peut plus arracher. D'ailleurs, les machines forcent, mais à un moment donné, même, elles ne pénètrent plus du tout. Ouais. Ouais. Et puis la motte ne tiendrait pas si le sol est trop sec. Il faut un minimum d'humidité pour avoir la cohésion. Voilà. Donc on a 2 quais. On a celui-ci qui est un quai qu'on a créé l'an dernier, qui est très bien pour charger les semi-remorques. Alors on a 3 camions de livraison, il y en a un là. Les autres sont sur la route. Donc on a 3 camions de livraison, on en a 2 comme ça avec une grue ouverte et on en a un autre qui est bâché avec un haillon. Donc en général on charge les camions l'après-midi et ils vont livrer le matin. Celui-là je pense qu'il n'est pas parti parce qu'il doit manquer des plantes, il faut compléter le chargement. Et donc normalement ils livrent le matin, ils reviennent en début d'après-midi, on charge pour le lendemain. Et tout ce qui n'est pas livré par nos camions est livré par transporteur. Donc là en général ce sont des semi-remorques. Donc là on a un emplacement on a un quai ici pour charger les semi-remorques. Et après il y a l'autre quai là-bas où on charge nos camions. Voilà. Ce qui est top, c'est qu'en fait vous avez quand même des chantiers qui sont très très locaux en fait. Donc en fait ils font très peu de kilomètres tous ces arbres. Alors, de livraison 300 km quand même. Ah oui, quand même. D'accord. Ouais. Enfin, oui, on va dire 50%, c'est le département. D'accord. Bon, enfin, même 300 Ouais. km à la limite par rapport à d'autres. Ah, oui, oui. Les Italiens, il y a On ne parle pas de la même chose. Ouais. C'est ça. Quand vous allez en Allemagne, en Hollande, en Italie, vous voyez des très grosses pépinières avec des lots énormes, mais peu de diversité variétale. Et en France, où on a une énorme, tous les pépiniéristes, je ne parle pas pour nous, on a une grosse diversité. Voilà. Après, on a aussi quelques très belles pépinières charentaises dans la région, Chauviré en Anjou, Mais c'est marrant qui font des quantités, Chola magnifique. C'est rigolo parce qu'en fait, on font des champs d'arbres entiers. On change un peu d'attitude. Enfin, moi, je sais qu'au début, quand on faisait des prescriptions, on détaillait beaucoup les essences de variétés, etc. Et puis plus ça va, et moins je détaille ça. On part sur des conditionnements, sur des tailles. Mais pour après justement se laisser la liberté de venir choisir. C'est bien. Et donc en gros, il faut qu'on arrive à estimer, à faire une enveloppe dans laquelle on va rester. Mais après, voilà, se laisser la liberté de pouvoir choisir. Et enfin, c'est vrai que moi j'ai complètement changé d'attitude par rapport à mes plantations. Alors des fois il y a des entreprises qui disent dans les questions, oui mais enfin c'est pas très précis quand même, c'est fait exprès. C'est vrai que... Oui, c'est Ouais. vrai qu'il faut savoir le justifier parce qu'effectivement, les entreprises peuvent prendre ça pour une méconnaissance Exactement. des végétaux, alors qu'en fait, effectivement, c'est plutôt se donner une certaine liberté Oui. en fonction des disponibilités et de la qualité. Quoi. Bah là, sur les remparts de Bayonne, au dernier appel d'offres, je sais qu'il y a des entreprises qui m'ont dit, mais enfin quand même, le jardin n'est pas très détaillé. Et je dis, oui, mais c'est fait exprès. Enfin, parce qu'en plus, on a les jardiniers de la ville de Bayonne qui sont top, Oui. sachant. Donc l'idée, c'était de faire des collections avec eux et d'aller chercher les plantes avec eux. Quoi. Après, pour un appel d'offres, on peut comprendre que les entreprises disent j'ai besoin de savoir, vous voulez quoi, parce que ce n'est pas le même prix en fonction de telle ou telle plante. Ce qui est bien, c'est effectivement de pouvoir garder cette souplesse, de s'adapter, de changer. Et ce que j'expliquais hier, de ne pas rester s'arc-bouter sur un choix, parce que des fois, on le voit quand même rarement, mais il arrive que des fois on nous demande la serre platanoïdes, je ne sais quoi, et alors qu'il y a le platanoïdes aussi, qui est quasiment son frère jumeau, c'est quasiment le même. Et nous, c'est caricatural, hein, mais il nous est arrivé qu'on nous refuse, les gens disent c'est pas celui-là que je voulais celui-là, absolument, et pas un autre. Donc nous, on ne vend pas nos arbres et au final, on les détruit, quoi. C'est quand même triste, quoi. C'est quand même triste. Et c'est quand même très, très important. Je ne voulais pas le dire hier, quand même, mais pendant quand même 10-12 ans, là, les entreprises de paysage françaises sont beaucoup allées chercher en Allemagne et ailleurs. C'est en partie parce que le travail est moins cher dans les autres pays. Donc nous, on est quand même un peu plus cher. Et donc ça a quand même participé à la disparition des entreprises françaises. Faut appeler un chat un chat. Et nous, pour qu'on puisse vous proposer des plantes, nous, c'est des grosses mises de fonds. Pour qu'on puisse acheter des plantes, acheter du matériel, etc., il faut nous acheter nos plantes. Parce que c'est pas juste des grands jardins, quoi, les pépinières. Donc pour avoir cette souplesse, dans le cadre d'un appel d'offres, il faut parce qu'en fait, ce qui fait le prix d'une plante, c'est son essence, c'est sa taille
Oui. c'est son conditionnement aussi. conditionnement. Donc ça, du moment qu'à la limite on peut être assuré et bien décrire ça, Oui, ça permet d'avoir quand même une certaine stabilité au niveau du prix pour que l'entreprise réponde et aille chercher. ah oui, et en bien même sûr. temps d'avoir une ouverture sur de Bien sûr, pouvoir changer, bien sûr, etc. bien sûr, Donc, bien sûr. c'est ça qui est important. Oui, oui, oui. Oui. Mm. Oui, oui. Et ah ouais, non, tout à fait. Après, il y a une chose, c'est qu'après, il faut que vous, concepteurs, quand vous êtes sur une réunion de chantier, vous fassiez respecter votre cahier des charges. Bien sûr. Je reviens à mon exemple du Troène racine nue de branche ou de mon Troène 3 litres. Ça m'est arrivé une fois en réunion à Paris d'avoir une paysagiste qui ne connaissait rien, qui dit « Je ne comprends pas, les Troènes, c'est vraiment pas cher. Hein ?» Et pourtant, j'avais pas prévu ça, mais parce qu'elle n'a pas vu qu'on ne lui avait pas planté ce qu'elle avait demandé. Et alors son Troène, il faisait bien 60-80, mais il avait que 2 branches, hein, au lieu d'avoir une belle touffe. Et là, c'est à vous. Alors heureusement, c'est loin d'être systématique, mais il peut y avoir des entreprises qui essaient de gagner de la marge en ne fournissant pas ce qui était demandé. Et si vous n'avez pas le courage de dire non, c'est pas ce que j'ai demandé, je demande à ce que vous changiez la plante, ben vous aurez pas, au bout, vous n'aurez pas le résultat que vous attendiez sur votre chantier, quoi. Ce qui peut être évité aussi si on va quand même en pépinière avec l'entreprise. Ah mais bien entendu, On dit, mais bien non, entendu. c'est- Ah ouais. Et c'est important que tous vous alliez visiter partout, quoi. Il faut aller, il le disait, Chalbat. Bon, à l'étranger aussi, hein, bien sûr. Hein, moi, je ne suis pas sectaire, mais aller visiter, quand vous serez même en activité, tous les ans, aller visiter 2-3 pépinières, quoi. Au moins. Aller aussi dans des parcs un peu anciens, voir comment poussent les végétaux. Et puis, si vous avez un bout de terrain, faites votre jardin, faites vos essais, expérimentez. C'est difficile pour les paysagistes urbains. Ouais. Agrocampus Ouest, ils mettent à disposition des étudiants des parcelles. Ouais. J'avais une année un étudiant qui avait sa pépinière là-bas. Les écoles, l'école d'architecture pourrait éventuellement faire ça. Vous avez des parcelles, mais il faudrait vraiment qu'on ait des parcelles expérimentales aussi. Parce que là, vous avez vos parcelles de culture de jardin, de création. Il faudrait vraiment un lieu d'expérimentation et un C'est ça. programme qui Et suit d'observation, Oui, qui vient chaque année. c'est ça. Ça, c'est un module à part entière. C'est clair. On y arrivera. Voilà. Alors, on peut juste s'avancer un peu dans la cour. Et après, on va passer en pleine terre. Donc ici, c'est vraiment la zone où on charge les camions tous les jours. Donc vous avez vu qu'il y en a un là-bas qui est pas, on n'a pas dû terminer de charger, c'est pour ça qu'il est encore là. On en a 3 camions. Et donc le matin, ils sont en livraison et dès qu'ils auront fini leur tournée, ils vont revenir et on va recharger cet après-midi. Donc ici, on ramène à la fois tout ce qui vient de pleine terre, de toutes les parcelles pour charger. Donc aussi bien sous le hangar où les gars déchargent, vous voyez, il y a lundi, mardi, il y a tous les jours de la semaine. Donc en fonction du jour de chargement, ils déchargent sur le lieu correspondant. Et c'est pareil ici. Donc le premier casier, c'est lundi, mardi, mercredi, etc. Et là-bas, les plus grosses mottes, là où il y a des érables du Japon, là, ça va être chargé demain par transporteur. Et comme le quai pour les semi-remorques est là, on a laissé ça à proximité. Tout ça, ça part dans la semaine, sauf les petits pots là. Ça, ce sont des jeunes Lagerstroemia qu'on a fait faire sous contrat et qu'on doit transplanter et qui sont restés là. Non, ça c'est nous qui les avons achetés pour les transplanter, pour les faire grossir. Voilà, tous les petits pots là de Lagerstroemia. Tout le reste, ce sont des plantes qu'on a arrachées ou de négoce comme les chênes verts là. Tout ce qui est en caisse, en fait pour préparer nos commandes, on utilise, ça s'appelle des caisses italiennes parce que c'est les Italiens qui ont mis ça au point. Donc ce sont ces caisses qui sont là-bas, vous allez en voir une, vous voyez, hop, qu'on transporte avec, il y en a une qui passe, qu'on transporte avec le Manitou. Donc c'est très pratique parce qu'on va sur les carrés et c'est une caisse par client, enfin une ou plusieurs. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, pour charger le camion, on met la caisse à niveau. On met la caisse à niveau et on économise une manutention. La caisse reste ici, en revanche.
C'est-à-dire Le camion part pas avec la caisse. Non, 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 non. C'est ça. Oui, oui, la casse plastique. Et alors pour revenir sur le contrat de culture de la Gestronia, donc ça veut dire Oui. que là vous devez les recevoir, vous les avez reçus récemment. Oui. Vous allez les On- mettre en élevage. c'est Oui, oui, on va les planter. Ok. On devait les planter, puis la pluie est arrivée avant qu'on ait eu le temps de le faire. ça D'accord. Et là vous allez les avoir pour combien de temps? Et combien il y en a? Il y en a beaucoup. Hein. Là, il y en a 1200. Ouais. Et là, ils vont rester 5 ans en culture après. D'accord. Oui. Parce que là, ils sont tout fins. Et on va les faire grossir 5 ans. 5 ans ou 5-6 ans. Ouais. Et alors ils sont destinés à. Il y a un contrat de culture, ça veut dire qu'il y a. Non, c'est nous qui avons fait un c'est contrat de vous- culture avec c'est- notre fournisseur. D'accord, donc c'est vous qui anticipez là Oui. sur Oui. de la future commande de la Gestronia. C'est ça. Ok, très bien. Enfin, c'est le cas pour tout. Ouais. Tout ce qu'on Ouais. met en culture, c'est de l'anticipation Ouais, et c'est un Et pari c'est gagnant un ou pari. perdant. Sauf quand on Donc a un là, contrat vous de culture. misez, Un contrat de culture, pour nous, c'est super intéressant. Ouais, ouais. Alors, nous avons de plus en plus de contrats de culture, mais privés. C'est-à-dire là, par exemple, on travaille pour un pépiniériste hollandais. Et ça fait 6 ans. Et petit à petit, on lui vend de plus en plus de plantes. Et puis, à chaque fois qu'il vient, il dit « Oh, ben ça, je ne connais pas. Ben, tiens, ça, tu peux m'en faire. Ça, tu peux m'en faire. » Donc, du coup, bon, on n'a pas formalisé vraiment un contrat écrit. C'est la parole. Mais il tient parole et nous aussi. Donc, voilà. Donc, on met des lots en culture pour lui. D'accord. Voilà. Et puis, il les prend l'année suivante. Voilà. Souvent, dans nos mises en culture, quand même, en dehors même de cet aspect contrat de culture, on sait quand même qu'on a certains clients, certains gros clients, on sait que plus ou moins, ils prennent tous les ans la même chose. Enfin, tous les ans, pas exactement la même chose, mais on sait que tel client, il veut telle plante qui n'est pas très courante, il sait qu'il la trouve chez nous, donc nous, on la fait spécialement pour lui. Si on ne la lui vend pas, on la vendra à quelqu'un d'autre, ou on ne la vendra pas, mais il y a quand même, heureusement, un peu de ça. Voilà. Sinon, c'est comme je vous disais hier, on se base sur nos stades de vente, sur tous les devis qu'on a pu faire dans la saison. On dit tiens, on dirait qu'il y a une tendance qui émerge sur cette plante, sur notre perception du marché, lors des échanges avec nos clients. C'est ça qui est le plus important. Si les paysagistes venaient chaque année en pépinière pour voir aussi ce qui potentiellement vous resterait un peu plus en stock, ça permettrait d'orienter peut-être leur choix aussi dans Oui. objectif de Plus ou moins. intelligence. Ouais, plus ou moins. Vous faites des journées des portes ouvertes, des choses comme ça aussi? Alors, on n'en a pas fait récemment parce qu'on n'avait pas beaucoup de succès, on en faisait. On a 10 personnes qui venaient. Bon, c'est une grosse organisation. Bon, on a un peu arrêté. Mais on va s'y remettre. C'est vrai qu'il faut qu'on s'y remette. Je pense que peut-être que maintenant on aurait plus de succès parce qu'on parle vraiment beaucoup plus du végétal. Bon, on a arrêté avec le Covid, hein, mais il faudrait qu'on s'y remette. On n'a pas fait cet automne. Ni l'an dernier, ni il y a 2 ans. Voilà. Alors on peut aller voir peut-être si. Attendez, on va aller là-bas, je vous montre le goutte à goutte, l'ombrière, et après on va aller voir la pleine terre. Allez. C'est beau, hein? Ça, ils sont pas tout jeunes, ceux-là. Ah oui, c'est l'âge là. Bon, celui-là, il a 15 ans. Hein. Alors ici, on parlait tout à l'heure de système anti-chignon. Alors ça existe pour des pots, mais là c'est un système qui s'appelle l'AirPot. C'est quelque chose qui est très intéressant pour des gros sujets, comme ça. Ça se vend en rouleau. Et donc ça se vend en rouleau, on découpe le rouleau au diamètre que l'on veut. Et ça nous permet de rempoter des grosses mottes. L'intérêt de ce système, c'est que vous voyez, il y a tous ces systèmes d'entonnoirs là qui sont percés au bout. Ce qui fait que la plante, quand elle va s'enraciner, les racines vont arriver là, puis elles vont s'arrêter au bout parce qu'elles n'aiment pas la lumière. Et donc, vous imaginez, de l'autre côté, c'est la même chose à l'envers. Hein. Donc, en aucun cas, la racine va tourner, quoi. Elle va s'enraciner tout autour. Et en plus, comme c'est bien aéré, ça s'enracine plus rapidement que dans un pot classique. Au fond, il n'y a rien. Hein. Au fond, on met juste un bout de plastique, on met un peu de terreau, on pose notre motte, on découpe l'AirPot, on laisse à peu près 10-15 cm tout autour et on comble de terreau. Et voilà.
Et c'est plus cher qu'un conteneur Non. Alors l'AirPod, ça existe sur des petites dimensions, sur des vraiment petites dimensions. Là, c'est beaucoup plus cher. C'est un système qui vaut cher. Mais un gros pot comme ça vaut cher aussi. Et donc là, ce qu'on ne voit pas, parce que c'est pas, c'est de ce côté-là, on superpose pour finir le conteneur. Là, on superpose debout et il y a des clips pour fermer le. Voilà. Il y a des clips, donc après, il suffit de déclipser et même ça, c'est récupérable, réutilisable. Du coup, vous choisissez les plans qui sont dans notre pot là ou dans la pote? Ça s'appelle AirPot. AirPot. Donc du coup, vous choisissez les plans qui vont dans l'airpot parce que je vois que toutes les plantes n'ont pas. Non, il y en a qui sont en conteneur. C'est aléatoire. C'est selon la disponibilité du moment. Mais sur les grosses mottes, on préfère l'AirPot. C'est plus facile à mettre en œuvre que de rempoter dans des gros pots comme ça. Parce que là, il faut vraiment soulever la plante suffisamment haut pour la mettre dans le pot. Et en plus, ça tient mieux. Parce que ça prend la forme du sol, quoi. Ça tient mieux. Le seul inconvénient, c'est pour la livraison. Il faut vraiment que ce soit bien enraciné. Un pot, c'est plus pratique à transporter que ça. Alors, quand c'est local, on livre avec le système. Quand c'est pas local, il nous arrive, on enlève le système et on reconstitue une motte grillagée. On met une toile et du grillage. Alors, vous allez voir, sur les petites mottes, on a des grillages préformés. Là, pour le coup, c'est de la motte vraiment à l'ancienne, artisanale, où on sort des rouleaux et on fait tout à la main. On façonne à la main. Voilà. Là, vous avez pas mal d'hortensias, c'est une grande collection. Oui, on a des choses très curieuses, comme ça. Personnellement, je ne suis pas très fan, mais c'est des variétés qui viennent de sortir. Ça a des feuilles un peu de chou. Hein. Ouais. Mais je pense que quand c'est grand, ça peut avoir de l'intérêt. La fleur est belle, par contre. C'est une fleur quoi, blanche Une fleur bleue plate. D'accord. Oui, ça fait un peu feuille de chou, c'est ça. Ça, c'est des nouvelles variétés. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une ombrière. Donc on cultive ici toutes les plantes qui craignent l'excès d'ensoleillement. Donc tout ce qui est hortensia, tout ce qui est fougère, il peut y avoir du rhododendron, des pachysandras sont des plantes d'ombre, les hydrangeas sémaniques sont des hortensias grimpants. Voilà. On parlait de théier, je peux vous en montrer là-bas au bout. Voilà, donc cette ombrière-là, elle est repliée évidemment. Et on l'ouvre pour l'été. On l'ouvre au mois de mai, on la replie, là on l'a repliée fin octobre. Parce que des hortensias, vous en aviez aussi pas à l'ombre voilà. là-bas, non ? Voilà. Alors là, c'est l'hortensia, ce que vraiment on appelle l'hortensia en français, c'est l'hydrangea macrophylla. Ouais. C'est l'hortensia classique à grosses fleurs, rondes ou plates, qui craignent plus le soleil que les hortensias paniculées, qui eux supportent très bien le soleil. Voilà. Vous avez des hortensias à feuilles de chêne aussi ? Oui, on en a. On en a 2 ou 3 variétés. Oui. On a une grosse collection d'hortensias. De camélia, vous disiez aussi. Camélia, alors je vous ai dit hier, là où on a beaucoup de variétés, c'est en camélia, cornouiller à fleurs, hortensia. C'est un sol acide, le Pays Basque ? Comment ? C'est un sol acide ? Oui, majoritairement c'est acide ici. Okay. Camélia, hortensia, cornus, viburnum. Ça, c'est des choses où on a pas mal de variétés. Après, il y en a d'autres aussi, hein, mais et en quantité surtout. Et on a des quantités. Voilà. Au niveau du gel, au printemps, vous les protégez ou pas parce que alors, excellente question. En 2021, on s'est fait surprendre. Il y a eu une gelée tardive, enfin plusieurs gelées d'affilée d'ailleurs, début avril, suite à un hiver qui avait été très doux. Donc ils avaient démarré en végétation et on a perdu la moitié des hortensias. Et en 2022, rebelote, mais on a vu venir le truc. Donc là, on a tout couvert en voile d'hivernage. Et on les a tous sauvés. Voilà. Ouais.
Oui, oui. Oui, parce qu'après, ils sont pas repoussés. Il y en a, certains ont repoussé, mais il y en a, ils étaient vraiment trop atteints. Il y en a qui sont morts. Alors c'est surtout le rempotage. On les a rempotés tôt, donc on a perdu tous les jeunes. Tous les jeunes, on les a perdus, quasiment. Vous ne faites pas comme les viticulteurs, des barils Brasero Non, on pourrait, mais non, on n'a pas cette habitude-là. Non, nous on fait, puis c'est pas toujours si efficace que ça. Nous on met du bois d'hivernage. Donc il faut imaginer, tout était couvert là. Et du coup, vous posez directement dessus Oui, on le met dessus. On le met dessus. Vous ne faites pas ranger? Ah oui, oui, c'est pas rangé. Hein. C'est des rouleaux qui font 250 mètres de long par 10 mètres de large. Donc on coupe des bandes de la largeur de la planche. Et voilà. Et ça fait quelle différence de température ça entre... Enfin s'il y avait... Ça je ne saurais pas dire, j'ai pas mis de thermomètre en dessous, mais ça suffit à protéger les plantes. Après, c'est, comment dire, ce sont des gelées tardives, mais pas si fortes que ça. Il a fait moins 4, moins 5. Mais sur des plantes qui étaient en pleine sève. Donc, alors, l'hortensia, c'est connu pour effectivement être sensible aux gelées tardives. Mais vous avez des plantes, on ne pense pas qu'elles sont gélives, des érables du Japon, par exemple. Des lagerstrémia, bon, ça c'est peut-être... c'est des plantes qui, en plein hiver, prennent moins 10, moins 15 sans aucun problème, facilement. L'an dernier, on a perdu beaucoup d'érables du Japon, cette année aussi d'ailleurs, là-bas au fond. Parce que ils étaient en pleine sève et en feuilles. Ouais. Voilà. Alors que le même gel, mais même plus fort, un mois avant, n'aurait strictement eu aucune incidence. Oui, c'est parce qu'il a redémarré. C'est parce qu'ils étaient en sève. Et pareil sur les lagerstrémia, on a des lagerstrémia, on a perdu du jeune lagerstrémia, ou des lagerstrémia qui faisaient 2,50 m de haut, ils sont redescendus à cette hauteur-là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Même le bois n'était pas très gros, il a gelé. Ça a gelé. Comment? Même le bois, ça... Ah oui, même le bois. Oui, Oui, avec la sève qui était dedans, ça a gelé. Absolument. Ce sont des plantes de thé. Ah oui, non. C'est un camélia. Donc le thé, en réalité, ce sont les jeunes pousses qui sont prélevées pour faire le thé. Il faut qu'ils soient en pousse. Oui, c'est un peu comme la vigne et le vin, c'est-à-dire qu'on peut avoir un théier chez soi, mais il faut quand même savoir faire du thé, quoi. Ah oui, après il faut faire sécher les feuilles. Je suis pas sûre qu'au début ça soit très bon quand on fait juste une infusion. Non, il faut les faire sécher. Et le thé noir, c'est torréfié même. Ouais. Voilà. Et là, je vous montre autre chose. On en a peut-être vu, mais je n'ai pas fait attention. Ça, ce sont des bacs dans lesquels nous avons fait des semis de plantes spontanées qui vont nourrir les auxiliaires. Hein, donc là, vous avez de la mauve, vous avez du lotier. Ça, je pense que c'est... Enfin, alors là, il y a des choses qui se perdent. Il y a de la bourrache aussi. Ça fait 2 ans, donc là, on va les renouveler au printemps prochain. Vous mettez des petites larves, Ah non, on les laisse libres. Par contre, vous avez des lâchers, vous en avez partout là. Là, tous ces flacons là qui traînent, c'est pas juste c'est pas des déchets. Tous les flacons qui sont au sol là, par terre, ce sont des lâchers de larves ou d'insectes. Voilà. Donc là c'est pas des larves d'ailleurs, hein, je pense, parce que les larves on les met peau à peau. Là, ce sont des insectes qui sont, bon là ils sont plus dedans, hein, mais on les positionne et ce sont des petits insectes divers et variés. Et après ils vont de même dans les plantes, dans les cultures. Un petit cercle comme ça il y a suffisamment de nourriture, juste... Alors là, on est quasiment en hiver. Alors il y en a de répartis partout où on fait des lâchers. D'accord. Mais il faut s'imaginer qu'en été, c'est comme ça, c'est foisonnant de végétation. Là, on est en repos végétatif. Oui. Il y a des plantes qui ont séché. Après, on laisse volontairement les tiges sèches parce que ça va se ressemer au printemps. Alors là, ce sont des acariens, vous voyez? Des acariens, c'est des minuscules araignées qui vont aller parasiter
Alors les acariens, d'habitude, on se dit que c'est problématique, mais il y a aussi des gentils acariens. Il y a les méchants et les gentils. Donc ça, c'est des gentils acariens qui vont aller parasiter, je ne sais plus quel insecte indésirable, mais voilà. On a plusieurs sortes. Tous les ans, on a des gros programmes comme ça de lâcher. Surtout sous serre. À l'extérieur aussi, mais surtout sous serre. Vous voyez la différence, c'est assez flagrant ou pas? Ah oui, 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 c'est très efficace. C'est très efficace. Oui, oui. Après, quand on a des très grosses attaques de pucerons au printemps, surtout sur jeunes pousses, ce qu'on peut faire, en plus du lâcher, c'est quand même tout simplement une taille, hein, c'est tout bête. Vous taillez les plantes, ça permet de les ramifier davantage et ça élimine une partie des pucerons. Et on complète avec la protection biologique intégrée et on a une maîtrise, pas à 100%, mais très satisfaisante et suffisante. Voilà. Voilà. On va aller voir le goutte à goutte à côté, puis après on va passer en pleine terre. Ça veut dire qu'au lieu d'être sur un arrosage en aspersion, l'arrosage est positionné sur chaque pot. Ça permet d'économiser de l'eau. Et donc sur ce secteur-là, c'est essentiellement des plantes issues de nos cultures de pleine terre que l'on arrache et que l'on rempote pour pouvoir les avoir à la vente sur la période estivale quand on ne peut pas arracher. Donc je vous parlais de cornouiller à fleurs, là vous en avez par exemple. Donc là il y a deux variétés, 3 variétés. On a 15 variétés en culture en fait. Donc ça c'est le Florida rubra, le cornouiller de Floride à fleurs rouges. Le Cherokee Chief qui est aussi un cornouiller de Floride à fleurs, alors je dis rouge, c'est plus rose. Ça c'est un rose plus soutenu. Derrière vous avez un Cornus Cusa Monfuji. Donc ça c'est un cornouiller qui est asiatique celui-là. Alors la caractéristique des Florida, c'est qu'ils fleurissent. Alors tous ces petits boutons sont des boutons à fleurs. Ils fleurissent au mois de mars-avril avant l'apparition du feuillage. Les Cusa, eux, fleurissent au mois de mai-juin. Il y a déjà du feuillage. Mais ils sont très florifères également. Voilà. Le prix d'une plante comme ça, alors ça, ce sont des plantes qui sont plutôt chères. En plus, quand elles sont en conteneur, il faut savoir que pour vos chantiers, si ça se passe en été ou un peu tardivement au printemps, que vous êtes obligé de faire planter des plantes en conteneur, ça va être plus cher. Parce que c'est une plante qu'on aura déjà cultivée dans le champ, qu'on aura arrachée, rempotée, recultivée 6 mois à 1 an de plus, donc c'est plus cher. Ces plantes-là, dans ces dimensions-là, ça ne pousse pas vite. Le jeune plant déjà est cher parce qu'il est greffé. Un jeune plant comme ça vaut 6 €, un petit cornouiller comme ça. Alors qu'un jeune plant issu de boutures et de semis, on est autour d'1 €. Voilà. Et ensuite, ça ne pousse pas très vite. Donc ceux-là, ils valent à peu près dans les, comme ça de mémoire, 120-130 €. Hors taxe, prix professionnel. Hein, voilà. On parle fourniture hors taxe. Hein, on parle toujours en hors taxe, hein, entre professionnels. Hors TVA. La TVA sur les végétaux est de 10%, elle n'est pas de 20%. Mais bon, sachant que sur chantier, les entreprises de paysage, elles récupèrent la TVA, nous aussi. Après, les collectivités, il en a un peu parlé hier. Je ne connais pas bien le truc, mais j'ai été élue dans le temps, donc je m'en souviens un peu. Ça dépend, si ça passe en investissement, ils récupèrent une partie de la TVA, tout ou partie, c'est là que je ne sais pas trop. Si c'est juste du remplacement de végétaux, là ils ne récupèrent pas la TVA. Les collectivités ont ce qu'ils appellent le budget de fonctionnement pour les dépenses courantes et le budget d'investissement. Donc sur l'investissement, la théorie c'est qu'ils récupèrent tout ou partie de la TVA, pas en suivant, il y a un délai. Et sur le fonctionnement, ils ne la récupèrent pas. Donc dans ce cas-là, ça impacte quand même. Mais enfin, en ce qui vous concerne, vous êtes plutôt sur de la création, donc c'est plutôt de l'investissement en général. On est tout le temps sur l'investissement. C'est toujours de l'investissement, voilà. Et on parle toujours en hors taxe. Oui.
vous vendez un petit peu aux particuliers et du coup pour les particuliers le prix augmente. Oui, il y a un coefficient de 2. Il y a coefficient de 2. Ouais. TVA incluse par contre. Enfin, 2, pas toujours, non. Un peu moins sur les plans de haies, c'est moins. Les jardineries, c'est plus du 2,2, 2,5, voire en ville davantage. D'accord. Voilà. Mais nous, on est producteurs, donc... ouais. Et du coup, vous vendez des jardineries? On ne vend pas des jardineries parce que c'est un choix qu'on a fait à un moment donné. On ne peut pas fournir, hormis notre propre jardinerie quand même, mais sinon on ne vend pas des jardineries. On vend à des entreprises de paysage, des collectivités, des confrères pépiniéristes aussi, des grossistes, notre propre jardinerie et des particuliers. Les particuliers, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. On a un petit point de vente qui est, vous ne pourrez pas y aller en bus, qui est sur la colline, là où sont nos bureaux. Ce n'est pas accessible en bus. Voilà. Voilà, voilà. On va voir la pleine terre ? Ouais. Alors ici on est sur un carré d'arbres, nous on dit des tiges, n'est-ce pas? Donc sur ce carré il a été planté en 2018. Donc la partie qui est complètement en bordure, là-bas on est parti d'un jeune plant. Ce sont des chênes, il y a du chêne des marais, Quercus palustris, il y a du Quercus petraea et du robur. Donc on a des calibres, on est parti d'un jeune plant, ça fait à peu près cette hauteur-là. Et donc une fois planté, on va mettre en place toute cette structure, c'est-à-dire des poteaux, des fils, et on va tutorer individuellement chaque arbre, et au fur et à mesure de la croissance, on va attacher l'arbre avec des liens souples, des Scooby-Doo. Ça reste assez souple, ça veut dire que quand l'arbre grossit, ça se détend. Bon, jusqu'à un certain point, à un moment donné, il faut l'enlever. Hein. Voilà. Et donc le principe de formation des arbres, c'est ça. Mais ça ne s'arrête pas là, ça veut dire que... alors vous connaissez la notion d'arbre fléché, j'imagine. Alors pour flécher un arbre, ça veut dire qu'on garde l'axe. Mais si vous formez l'arbre, si vous vous contentez de le tutorer tout le long du tuteur sans rien faire de plus, il va filer en hauteur. Et sur des essences notamment comme les chênes des marais qui sont là-bas, ce que vous allez avoir un premier étage. Alors évidemment, on taille les branches le long du tronc pour former un tronc. Mais vous allez avoir un premier étage de branches. Ensuite, vous allez avoir peut-être 1,20 m de tronc et de nouveau une petite touffe de branches. Donc ça veut dire que vous aurez une silhouette pas du tout équilibrée. Donc si vous voulez avoir vraiment un arbre avec un axe et des étages régulièrement, ce qu'on fait c'est qu'on déflèche les arbres et on les reflèche. Ça veut dire qu'on va passer avec des petites plateformes mobiles comme il y a pour laver les vitres, vous voyez, dans les immeubles. Bon, sauf que là c'est adapté à la pépinière. On passe, on va couper l'axe, la flèche. Si on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on lève, on supprime la dominance apicale. C'est une notion qui vous parle? Oui? Non? Alors, dans une plante, la sève monte toujours prioritairement vers le bourgeon apical. Apical, c'est celui du sommet. Parce que ce bourgeon-là, il a des hormones qui font qu'il est favorisé. Donc, la sève monte et ça bloque le développement des bourgeons axillaires. Ce qui fait que quand vous défléchez, ça veut dire que vous supprimez le bourgeon apical, ça va permettre aux bourgeons qui sont dormants, latéraux, de se développer. Et ça va vous permettre d'avoir une plante plus équilibrée. C'est-à-dire que vous aurez votre axe, vous aurez toujours votre premier étage de branches, et tous les bourgeons qui étaient bloqués, ils vont pouvoir développer des branches. Mais on veut toujours quand même un arbre fléché. Donc on l'a coupé. Et deux options, soit on le coupe juste au-dessus d'une petite branche et on réattache la petite branche pour reformer une flèche, soit on attend que ça redémarre, on repasse un mois après ou 2 mois après, on resélectionne une pousse au sommet qu'on reflèche. Dans tous les cas, c'est vous qui sélectionnez la pousse pour Oui. mettre la flèche. Oui, oui, voilà. Et ça, on peut le faire plusieurs fois.
Enfin, pas la même année. Ça, c'est quelque chose qui prend un certain Ça prend énormément de temps. Les arbres coûtent très cher à produire. Et ça, c'est... Voilà. Et comme vous dites, vous faites plusieurs fois, ça serait quoi? Ça serait une fois par Une fois par an. une fois par an. Ah, oui. c'est à chaque pouce en fait. Alors, nous maintenant, on le fait moins, mais on l'a eu fait. Et vous allez sur des pépinières qui font plus d'arbres que nous, elles le font une fois par an. Pendant les 4 Ouais, tant que c'est en culture. Hein. Ouais, c'est ça. Ça évite que ça file en hauteur Ouais. et ça permet d'avoir un houppier développé. Après, on va tailler un peu pas la première année, mais après, on va tailler aussi les côtés pour pas avoir des choses qui filent trop en largeur. Et, Après, le palustris, il est très particulier sur cette forme en plateau. Oui, mais sur les autres arbres aussi. Hein. Le Quercus rubra, si vous ne défléchez pas, c'est pareil. Vous allez vous retrouver avec un premier niveau de branche et peut-être 1,20 m, voire 1,50 m sans une branche. Puis de nouveau un toupet, c'est pas du tout joli. Alors c'est pas une nécessité pour la vie de l'arbre, c'est toujours pareil à qui on en parlait tout à l'heure, c'est par rapport à ce que nous on veut faire d'une plante. C'est du travail de formation. Voilà. Après, il y a des arbres qui vont être couronnés. Donc là, pour le coup, on va les étêter et laisser les branches se développer en bouquet, on va dire. Typiquement, les mûriers platanes, parce que le mûrier platane, c'est un arbre à grosses feuilles très intéressant pour faire de l'ombre. Donc on veut pas qu'il monte en hauteur, on veut qu'il s'étale pour faire de l'ombre. Voilà. Et la hauteur de la couronne, justement, parce qu'en fait, suivant des projets, on a besoin d'avoir une hauteur des fois un peu remontée pour que il puisse se passer des choses sur la place. C'est 2,20 m en général. 2,20 m en général. Oui. Ça, c'est quelque chose, c'est standard. Alors là, sur un arbre fléché, l'avantage, c'est que même si c'est 2,20 m au départ, eh bien, au fur et à mesure de la croissance en hauteur de l'arbre, vous pouvez supprimer les branches basses et remonter le tronc. C'est pour ça qu'on fait des arbres fléchés. Parce que quand on les plante le long de l'avenue, tant que l'arbre est jeune, il n'encombre pas. Puis au fur et à mesure qu'il monte, eh bien, les branches vont venir sur la voirie. Il faut que les camions puissent passer. Donc il faut pouvoir remonter le tronc jusqu'à 4 mètres, voire plus de hauteur. C'est l'intérêt de l'arbre fléché. Voilà. Oui. Mais donc il coûte plus cher parce que ça demande c'est beaucoup de travail. Voilà. Pour avoir un... Donc là, entre les deux, Alors, la gestremia, là, très clairement, il y a 2 tiges de hauteur alors, oui. différente. Donc ça, c'est un choix que vous avez fait. Tout à fait. De forme. Donc la première partie là-bas sont des arbres qu'on a formés depuis le départ. Ici sont des jeunes, des Lagestremia qu'on a transplantés quand ils étaient tout petits. Ils étaient formés comme ceux qui étaient là-bas. On les a transplantés et donc là, on a plusieurs hauteurs de tronc. Il y a un peu de 2 mètres sur le dernier rang là-bas. Là, c'est du 1,70 et après, on a des tiges d'1,10 m qui sont très sympas pour mettre en bac ou sur les terrasses quand les gens font des jardins en ville sur des terrasses ou même en bac. Voilà. Donc là, ça, c'est un carré qui a été déjà pas mal exploité. Hein. Il est sur sa dernière année. Là, on va vendre ce qui reste cet hiver. Les invendus sur le Lagestremia, on va certainement pas les détruire. Soit on va les retransplanter, soit on va les rempoter pour vider le carré. Les plantes en pleine terre, on les garde en général 5 à 6 ans. Au-delà, c'est soit transplanté, soit détruit. Mais normalement, c'est à peu près vendu. Ça dépend. Voilà. Alors pourquoi on transplante? C'est pas pour le plaisir. On les transplante parce que si vous ne bougez pas une plante d'un carré, ce qui se passe, c'est que la plante, elle pousse, le système aérien pousse, mais le système racinaire aussi, il se développe. Et en général, les racines, elles vont jusqu'à l'aplomb des branches. Donc si vous avez un arbre qui fait 2 mètres d'envergure, ben, vous avez des racines sur 2 mètres d'envergure. 90% des racines, elles sont en dessous, elles exploitent la même zone. Or, quand vous arrachez, vous ne faites pas des mottes de 2 mètres d'envergure. Donc si vous faites une motte sur un arbre qui n'a jamais été transplanté, alors 2 mètres d'envergure, c'est déjà un vieil arbre, hein, vous n'en voyez aucun ici. Vous allez laisser les 2/3 des racines dans le sol. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet arbre, il ne va peut-être pas mourir tout de suite, mais il va beaucoup souffrir. Dans le meilleur des cas, il va reprendre, mais pendant 2-3 ans, il va vraiment souffrir. Et il peut même mourir. Alors l'intérêt de transplanter, c'est qu'on oblige l'arbre à refaire des racines près du tronc. Parce que quand on l'arrache, nous, on l'arrache, on va laisser des racines, on va retailler, on le retransplante. Et il va refaire plein de racines beaucoup plus groupées auprès du tronc. D'une part. D'autre part, ben, ça permet de les distancer aussi. Puisque là, en
plantation premier cycle, on est sur 1,70 m entre rangs, 1,20 m selon les essences sur le rang. Donc à un moment donné, même les houppiers commencent à être trop serrés. Donc quand on transplante, on permet de refaire un système racinaire plus proche du tronc et on redonne de l'espace aux houppiers pour se développer. Voilà. En fait, la transplantation, c'est une taille de racine pratiquement. Oui, on pourrait dire ça. Alors, ça se fait. Je ne crois pas que ça se fasse encore. Moi, quand j'étais à l'école, on parlait aussi de cernage. Ah, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de transplanter, c'est juste de faire une tranchée. Alors maintenant, on pourrait le faire facilement avec nos machines aussi, avec nos arracheuses. Il faudrait que ce serait bien qu'on en voie une. C'est-à-dire couper les racines sur place et laisser l'arbre sur place. Ça l'oblige à refaire des racines. Mais c'est possible à condition d'avoir suffisamment d'espace, que les arbres soient suffisamment distants pour que la partie aérienne ait suffisamment d'espace. Voilà. Et il y a un type de gestion interrange. Est-ce que vous devez tondre Alors, bonne question. ou même mettre des paillages à chaque pied d'arbre ou... Alors la gestion de l'enherbement. Vous seriez venu il y a 20 ans, ici il n'y avait pas une herbe. À l'époque, on travaillait le sol, bon, on le travaille toujours quand on met en culture, mais après on travaillait le sol et on positionnait des antigerminatifs comme sur la partie hors sol. Donc il n'y avait pas une herbe, nulle part. On a changé donc il y a 20 ans de politique, parce qu'on a beaucoup de parcelles en pente. Alors peut-être pour vous c'est en pente ça, mais pour nous c'est plat, mais on a beaucoup de parcelles en pente. Donc quand on avait des gros orages en été sur un sol travaillé, toute la terre descendait en bas de la parcelle. Des fois c'était l'Afrique, on avait des gros orages, comme des bons gros orages du Pays Basque, on avait des crevasses comme ça de 1 mètre de profond. On était obligé de venir avec des pelles mécaniques remettre de la terre. Donc, et même si ça ne prenait pas ces proportions-là, toute la bonne terre partait. Donc on a dit il faut qu'on arrête de travailler le sol. Et puis ça nous a permis de supprimer les antigerminatifs. On s'est dit on est au Pays Basque, il pleut quand même pas mal. Donc finalement c'est pas très grave si on laisse de l'herbe sur le rang. Il n'y a pas une si grosse concurrence que ça avec les végétaux. Hormis la première année. La première année, là on travaille le sol. Alors on prend le risque des orages, il y en a moins, mais parce que la première année, quand la plante est toute petite, il lui faut vraiment toute l'eau. Mais après, en général, avant on semait même, carrément on semait du raigranin entre rangs. Maintenant on laisse l'enherbement naturel se faire. Donc on laisse s'enherber. On va tondre 3-4 fois dans l'été. Ah, oui. Oui, on passe avec des tracteurs et des broyeurs ou des des grosses tondeuses quand c'est serré. Voilà. Et sur le rang, on fait un peu de désherbage chimique, surtout la première année. Et après, on passe sur du travail du sol avec un outil qui se retire c'est-à-dire ça travaille sur le rang, mais l'outil se retire à chaque fois qu'il y a une plante. Voilà. Alors, on le fait surtout au printemps et sur des carrés qui sont comme ça en fin de vie, on ne désherbe plus, ça a plus d'intérêt. Voilà. Est-ce qu'il y a nécessité de laisser reposer une parcelle Oui, idéalement, il faut laisser reposer. On le fait un peu, on manque un peu de terrain pour les rotations, on le fait un peu et on fait de l'engrais vert entre deux cultures. D'accord. Oui. Alors là, ça dépend, le choix dépend un peu des analyses de sol. On fait des analyses de sol avant chaque mise en culture. Donc en fonction du résultat de l'analyse de sol, on va faire des amendements. Il va y avoir classiquement de la chaux et de l'apport de matière organique. Et il peut y avoir d'autres choses en plus, en fonction du résultat des analyses. Et après, une pratique que l'on fait de plus en plus, je n'en ai pas à vous montrer ici, pour les arbustes maintenant, on les plante sur bâche plastique biodégradable, ce qui évite d'avoir à désherber. Donc on met une bâche, on peut faire jusqu'à 2 rangs d'arbustes qu'on plante en quinconce. On met de la sciure au pied de chaque arbuste pour pas que l'herbe sorte par le trou qu'on a fait dans la bâche. Et là on a quasiment plus de désherbage, un peu de désherbage manuel. Il y a des herbes qui sortent pas sur chaque plante. Mais en deuxième année, une fois que la culture est implantée, en général il n'y a plus d'herbe qui sort. Voilà. Pas de traitement en pleine terre, ça je vous l'ai dit hier. On ne traite rien.
Voilà. Après, il y a un apport d'engrais une fois par an, au printemps. C'est à peu près tout. Et après, niveau arrosage, c'est parcelles-là. Il n'y a pas d'irrigation. Il n'y a pas d'irrigation. La première année, s'il ne pleut pas rapidement après la plantation, parce que souvent il pleut, donc on n'arrose pas, mais s'il ne pleut pas après la plantation, on a une grosse tonne à fumier. Vous voyez, ces grosses tonnes qui servent à épandre du fumier. Nous, on appelle... Sauf que nous, on met de l'eau dedans. Et derrière, on a adapté, on a fait fabriquer un gros bouchon avec 3 sorties pour mettre des tuyaux. Et c'est comme n'importe quel particulier. Avec nos tuyaux, c'est des grands tuyaux de 50 mètres. On se met en haut et puis et on arrose plante à plante, pied par pied, pour éviter qu'elles ne, pour assurer la reprise, quoi. C'est pas pour les faire pousser, mais pour assurer la reprise. Et ça nous préoccupe beaucoup, le changement climatique à ce niveau-là. Ouais, parce que c'était vraiment très extraordinaire. Parce que chez nous, c'était exceptionnel. Et ça l'est de moins en moins. Et même les plantes installées souffrent. Ah oui. Et oui. Et cette année, on a même perdu des plantes de 3 ans. Pas partout, hein, sur une parcelle en particulier. On a... espèces en particulier? Oui, des viburnums. Des viburnum plicatum, ouais. Il y en a qui sont morts. Bon, c'était pas les plus gaillards du lot, mais bon, ils sont morts. Ah ouais. Vous envisagez de mettre du paillage ou pas, du coup, pour essayer de pallier ça? Alors, on a fait des essais de paillage en pleine terre sur des arbres. C'est intéressant. Ça dure 1 an et demi, après ça se dégrade. Donc on a fait des essais avec de la fougère, on a fait des essais avec de la paille. Tout le monde y réfléchit un peu à ce genre de choses pour supprimer complètement le désherbant chimique. Là où on bute, notre difficulté, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que quand on fait un essai, on achète 3 ballots, on vient, on pose à la main, on épand la paille. Mais imaginez, rien que cette parcelle, c'est qu'une petite parcelle. On ne va pas faire tout à la main, là on peut y passer 3 mois. Hein. Donc c'est la mise en œuvre. Donc on réfléchit, il y a des choses en se basant sur le matériel agricole qui sert à distribuer du fourrage aux animaux. Sauf que c'est des petits volumes, donc il faut revenir alimenter tout le temps. Donc avec ces machines-là, on fait une rangée là et hop, la trémie est vide, il faut à nouveau alimenter. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. En théorie, c'est tout à fait faisable, mais c'est la mise en œuvre qui est compliquée. Voilà. Voilà. Mais oui, c'est une bonne remarque. Dans les jardins, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. En espace vert aussi, hein. C'est plus facile. Oui, c'est les surfaces. C'est des kilomètres de... Ah, alors je vous propose d'aller à côté, il y a une arracheuse en action, on l'entend.
Normalement, après, on nettoie un peu mieux que ça, le tour de la motte, mais vu que cet été, il y a eu de la sécheresse, il y a des fissures qui sont ouvertes. Et donc, on a les mottes qui sont beaucoup plus fragiles à faire, quoi. Ça a été un problème, quoi. Bon. Voilà. Et après, le grillage. La tontine, comme je vous disais, après le grillage. Et voilà. Et une plante. Là, on tire sur Voilà. les mailles pour resserrer le grillage. Oui, pour que la motte tienne. Pour que la motte tienne. Sinon, ça tiendrait pas, sinon. Exactement. Et donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au diamètre des mottes, évidemment. Là, vous avez une lame, c'est la lame 45, de 45. 45. Il y a différentes dimensions de lames. Selon. Et donc, selon les plantes, là, on peut, ce bras-là peut s'écarter, on peut mettre une lame de plus grande dimension. Voilà. Voilà. Pour les Ça- tiges, on fait. Ça va jusqu'à 1 mètre. Ouais, ça va jusqu'à 1 mètre, oui. Pour les tiges, voilà. Il y a des machines, c'est des espèces de grandes herses comme ça qui vont Oui, comme chercher... les 4 bêches. Ça, Oui, c'est pour les c'est très ça. gros C'est sujets. pour les très gros très, très sujets. gros. Oui, d'accord. On n'est pas équipé avec ce genre de machine. C'est plutôt en Allemagne, oui. C'est plus Oui, c'est dans ça les qu'on pays avait du Nord. vu là-bas. C'est des trucs monstrueux. Pour nous, on a ça, quoi. C'est- Parce qu'on peut. Elle est plus grosse, celle qui fait la lame de 1 mètre. Non, je pense Oui. qu'elle est aussi- Non, elle est plus grosse. Ça, Elle est ça, plus c'est grosse. pour Une arracheuse plus grosse qui peut permettre de faire des mottes jusqu'à 1 mètre de diamètre. Voilà. Donc 1 mètre de diamètre, vous êtes sur du 25-30 déjà. Vous êtes déjà sur du très gros sujet. On s'en sert pas souvent. Il n'y en a pas beaucoup. Même 30-35. Pour les 25 ans qu'on fait 80 aussi. Oui. Ça dépend. Et lui, là, il va rester jusqu'à combien de temps Ah, ils partent ce soir. Ce soir. Oui. Ce soir, ils sont chargés, ils sont chez D'accord. le client. Voilà, demain, ils sont livrés. Demain, ils sont chez Et après, selon le planning du client, ben voilà, il est en train sur les chantiers qu'il a prévus. quoi. D'accord. Tout ça, c'est chargé ce soir. Ok. Donc vous, ça reste pas en stock Non, on n'a pas le temps. De toute façon, ouais. On essaye des fois de prendre un peu d'avance pour l'organisation, des chargements, etc. D'avoir une journée d'avance, C'est d'arracher une. Mais là, cette année, c'est compliqué. Quoi. On n'a pas pu arracher en amont au mois d'octobre à cause de la sécheresse. Quoi. Donc du coup, on a pris un peu de retard. On était obligé de décaler les commandes. Et donc du coup, Vous êtes Maintenant- charrette comme nous. maintenant tout le monde veut ses plantes maintenant. tout le monde en même temps. Pour être 3 fois plus nombreux, avoir 3 fois plus de machines, on aurait de l'occupation. Mais là, on est occupé. Là, Là, on voilà. est occupé. On s'ennuie pas. Alors en général, effectivement, idéalement, c'est J-1, -2. J-1, oui. Comme ça, toutes les plantes sont sur le quai au moment du chargement à 15 heures. Mais là, en ce moment, on est à flux tendu, on va dire. Oui. Donc, même cet après-midi, ils vont arracher des plantes qui seront chargées dès ce soir. Non, cet après-midi, c'est Non, là, on demain est pour bon. la semis. Ah oui. Et normalement, voilà, après, c'est l'après-midi, soit qu'on a terminé, bon là, on va avoir terminé. Oui. Mais sinon, oui, on continue à charger tout ce qui est à charger pour le soir. Et après, on prend une avance pour le lendemain. Et là-bas, vous avez vu des mottes qui étaient arrachées, mais elles sont arrachées depuis peu, celles de Vertumine. Oui, Voilà. oui. Donc en général, ça reste 8 jours maximum. Oui, ça reste là. Oui, Ça peut c'est- rester plus, ça pourrait, mais on n'a pas de temps d'avance que ça. Parce que là, on vend du gros volume, quoi. Là. Ah oui. Ça part dans une semi-revente, donc du coup, Oui. Là, on on ne est peut pas obligé arracher de... tout d'un coup. Quoi. Il faut, Non, là, faut qu'on prenne ça un se peu fait sur d'avance. 8-10 jours. Bon, après, c'est stocké dehors, il faut. Et puis, il y a les racines qu'on met dans le sable, en jauge. En jauge. Ouais. Voilà. Les Comme ça, les racines ne restent pas à l'air libre, elles sont toujours à l'humidité pour la repose. quoi. Eh ben, un énorme merci. C'était un plaisir. Moi, je suis contente de vous recevoir, de vous partager notre métier, de vous le faire connaître. C'est continuer à aller voir des pépinières, surtout. Allez faire des stages, faites des CDD l'été. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Mais surtout, allez-y, c'est très important la production, c'est la base, quoi. Ça commence de là. Après, les entreprises de paysage, c'est bien aussi, c'est important aussi, mais d'abord connaître le végétal, c'est la base du métier. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation.